Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 4. Épisode 5. Simon, il à s'agit de l'habitude, l'épisode je suis en compagnie 5. de JF. Salut! Ça va bien, JF? Ça va bien, toi? Et oui, et là, on fait un épisode assez spécial parce qu'on est à distance, bien entendu. La situation l'oblige. Nous sommes dans la crise du COVID-19 mondial et on veut quand même continuer de faire nos épisodes de qualité. Donc tout ce qui était prévu en personne a maintenant été migré en virtuel. Ouais, au moins on peut faire du télétravail. Hein? Exactement. On peut faire du télétravail, JF, c'est bien dit. On n'est peut-être pas un service essentiel, mais en ces temps, on se dit que continuer à faire des podcasts, c'est une bonne idée. Puis, c'est ça, on sort plus, par contre. On sort. Exact. Et vous l'aurez deviné, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous sommes en compagnie d'une vedette montante de l'industrie du jeu. Je parle bien entendu de Brian Burgoyne. On sait pas encore c'est quoi son titre, mais on va le découvrir. Bonjour Brian. Bonjour Simon, bonjour Jean-François. Salut! Oh, alors merci de te joindre à nous dans ces circonstances un peu particulières. J'espère que tu vis bien l'isolement volontaire. Oui, je suis très bien installé. Je travaille aussi à distance, comme vous, messieurs. Ah, ben c'est bon, c'est ça. Le Québec est en train de changer de visage. Donc aujourd'hui, on va aborder beaucoup de sujets avec Brian parce que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la communauté depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est une des premières personnes qu'on a rencontrées, JF, dans la communauté, hein? Oui, absolument. Depuis, j'ai pas la date, là, mais 2014-2013 peut-être. Ouais, c'est ça, exact. On a commencé à s'impliquer, à faire des prototypes, puis à vouloir découvrir ce monde. Brian est apparu assez rapidement, puis il est resté là depuis ce temps-là, et surtout a fondé le chapitre des Game Artisans of Canada, ici au Québec, surtout à Montréal, en fait. Exact. Et oui, depuis que Simon avait des projets rocambolesques de game design aussi, moi je me rappelle de ça, il y a plusieurs années. Oh, oui, ça c'est des projets secrets. On essaie de pas parler de nos projets personnels à Balado Ludique. Mais oui, on s'est connus aussi comme ça. Mais on aura la chance de revenir sur tous ces sujets-là. Comme à l'habitude, on va commencer avec un petit segment d'actualité. Donc, messieurs, à quoi avez-vous joué récemment? Brian, je vais te poser la question en premier vu que tu es notre invité. Oui. Récemment, j'ai joué à Lucidity, qui est un jeu avec 80 magnifiques petits dés où on est des rêveurs qui font des cauchemars et dans le pire des cas, devenons un cauchemar. Wow. Oui, c'est très, très bizarre comme jeu. C'est très contre-intuitif, mais c'est pas très difficile. Donc, je joue ça avec ma blonde. Et autrement, c'est un petit peu plus de jeux vidéo ces temps-ci. J'ai joué au nouveau jeu de South Park. C'est très, très amusant. C'est quoi ça, le nouveau jeu de South Park? Il n'est pas très nouveau, mais c'est le Fracture But Whole. J'essaie de le prononcer pour pas que ça soit... Oui, exact. Et autrement, ma blonde et moi, on aime ça jouer au jeu de dés des colons de Catan, qui est sorti là une éternité, pour aucune raison. Quand on est fatigué, c'est juste le bon niveau de concentration et de décision pour nous le soir. Mais là, t'as parlé de Lucidity un petit peu. Je suis curieux. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Certainement. C'est quand je suis allé à Origins il y a 2 ans que je l'ai acheté. Donc, c'est un jeu assez récent. J'ai la boîte juste ici, d'ailleurs, qui est restée sur la table, de Shannon Kelly, et c'est édité par Renegade Studio. Okay. Donc, le principe, c'est un push your luck. Donc, chaque joueur, à son tour, va décider combien de dés ils vont tirer d'un sac. Et les dés ont différentes couleurs, et chaque couleur a un niveau de risque différent. Donc, les dés rouges sont très payants, mais peuvent nous sortir de la partie plus rapidement, alors que les dés verts donnent beaucoup de points. Et quand on accumule des points devant nous, c'est bien, mais si tous les points sont de la même couleur, il y a des mécaniques dans le jeu qui font en sorte qu'on peut les perdre. Donc, c'est une façon facile de faire les points, mais à long terme qui peut être risquée. Donc, le jeu joue beaucoup sur ces différents niveaux de push your luck.
Donc, push your luck sur les couleurs de dés, combien de dés on pige et qu'on est obligé de jouer. Et quand on lance les dés peuvent aller dans une section qui s'appelle les cauchemars ou quelque chose comme ça avec les yeux sur les dés. Et ça c'est une jauge qui s'accumule. Et quand la jauge est pleine, on devient un cauchemar. Donc, il faut naviguer lancer les dés pour avoir des points. Mais si on lance trop de dés, on risque de remplir nos jauges qui vont nous transformer en cauchemar. Et c'est ces différents systèmes-là qui font que le jeu est très intéressant et bizarre en même temps. Très cool. Très cool. On va l'essayer. On va l'essayer sur Tabletop Simulator. Oh oui, parfait. Ben oui, ben là, Jeff, justement, tu fais le pont parfait pour qu'on continue la conversation. On a commencé à faire des Twitch live pendant la crise du COVID pour égayer les fins de soirée des gens. On vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je pense que ça peut être quand même assez intéressant et surtout ça fait passer un bon moment, ça fait oublier un peu notre quotidien sombre dans lequel on est en ce moment et surtout incertain. Ben oui, puis ben c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que je pense qu'on va de plus en plus s'y mettre. Tabletop Simulator, mais aussi d'autres sites là, d'autres programmes, là, Board Game Arena, entre autres. Mais c'est que j'ai regardé la photo de Lucidity et j'ai vu qu'il y avait une image comme en 3D, donc je suis allé télécharger le jeu sur Board Game Arena, Board Game Simulator. Oh, et là, est-ce que cette crise va amener la fin des board games comme on les connaît, ou du moins transformer le marché? C'est une question qui sera pertinente de poser dans le futur. Et peut-être que ça va seulement changer le marché pour des jeux à 2 ou des jeux familiaux à 3-4. Ben, en fait, c'était une des théories de JF que les jeux solo et les jeux à 2 allaient devenir de plus en plus populaires, là. Je ne sais pas pour les jeux solo personnellement, parce que c'est comme compétitionner beaucoup avec les jeux vidéo. Mais les jeux à 2, je le vois, ça me surprendrait pas du tout. Ouais, jeux à 2, mais jeux solo, pour vrai, je trouve qu'il y a vraiment une augmentation dans les dernières années. Je vois de plus en plus de gens qui aiment ça, malgré ce qu'on peut en penser. Donc, ça peut avoir un petit boost. Ça peut avoir un petit boost aussi. Malgré le fait que c'est un peu pathétique, ça peut quand même être le fun, là. C'est toi qui est pathétique. Oui, je sais, je suis pathétique. En tout cas, tout ça pour dire que si vous avez regardé nos streams, vous savez qu'on a joué à Horrified. C'est le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, Horrified, donc jeu coopératif dans lequel les joueurs vont se promener dans une ville, en fait, dans le but de tuer des monstres, des monstres très bien connus comme Dracula, Frankenstein, l'homme loup, donc des créatures connues, là, mythiques. Et notre objectif, ben, ça va être de les tuer. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est, à mon avis, c'est les mécaniques différentes de chaque créature, de chaque monstre. Donc, c'est un jeu un peu à la pandémie, action point system. À ton tour, tu vas faire un certain nombre d'actions. Et l'objectif, ça va être d'accumuler des items et aussi de sauver les villageois du village. Mais ce qui arrive, c'est que chaque créature va avoir une mécanique différente. Donc, chaque créature a 2 étapes. La première étape, il va y avoir un défi. Ça va dire, OK, ben, il faut que tu trouves des items de telle couleur ou de tel numéro. Donc, ils sont tous différents. Faut que tu brises les cercueils de Frankenstein. Ouais, oui, pour Dracula, plutôt. Ah oui, Dracula, excusez-moi, je les mélange tout le temps, je sais pas pourquoi. Donc, Dracula, ben, il y a 4 cercueils sur le plateau. Il faut aller tuer ces 4 cercueils, briser les 4 cercueils avant de pouvoir aller tuer Dracula. Donc, ils ont chacune 2 étapes et chacune des façons différentes de fonctionner. Je trouve quand même assez similaire à Pandémie, là, dans le sens où c'est un système de points d'action un peu classique où tu fais des actions, puis à la fin de ton tour, ben, les monstres ou la créature jouent. Et il y a des répercussions
sur le plateau, les monstres peuvent se déplacer, peuvent t'attaquer, donc toutes ces choses, mais c'est un jeu que je trouve quand même assez beau, très immersif au niveau de la thématique, et qui a un bon défi quand même intellectuel, et je suis bien excité par les powers des différents personnages aussi, qui semblent donner un gameplay assez différent. Mais grosso modo, je trouve que c'est un bon co-op, là, je trouve qui rentre dans la gamme pandémie, mais on a quand même une expérience assez différente avec ça. Ouais, ben très bonne description, JF. Moi aussi, j'ai adoré ce jeu Horrified. Au début, j'étais pas sûr. En fait, je suis déjà à ma 4e partie en quelques jours, et je trouve que c'est un jeu qui a vraiment de la bonne rejouabilité. Il est simple, mais il est dynamique. La thématique est forte. Bravo en fait pour Horrified. Là, je m'attendais pas à ce que ce soit très bon, et j'ai été agréablement surpris. Et tu l'avais joué avec juste 3 monstres, hein, je pense, la première game, puis peut-être Ma première partie, je l'avais joué avec 2 monstres, et on a joué ça avec ma femme. On a joué ça, c'est comme ça qu'il recommande de jouer la première partie, en fait. Ah ouais, Euh, mais c'était trop facile, là. en fait, on a joué, ça a duré 20 minutes, on avait gagné, puis on était comme, mais c'était quoi le jeu? On était pas sûr, on a éclaté ça complètement. Après ça, Ouais. j'ai fait une game solo à 3 monstres, et j'ai gagné quand même assez facilement aussi. Puis après, je me suis dit, OK, à 4 monstres, peut-être que c'est bon. Et là, on a fait 2 parties à 4 monstres. Effectivement, le défi, très bon niveau de défi. Ouais, ouais. Donc, à essayer, en tout cas, pour les amateurs de jeux co-op, c'est, je trouve, une bonne alternative. Absolument. Sinon, de mon côté, en fait, comme on le sait, il y a plein d'activités spéciales en ces temps d'isolement volontaire qui sont organisées sur Internet. Donc, des créateurs de contenu, bon, nous, on fait notre Twitch, mais des gens qui font des lives sur Facebook, des jeux en ligne, plein de choses comme ça. Et j'ai joué aujourd'hui sur la page de Etugame en live à un jeu qui s'appelle Crazy Theory. Ouais, Crazy Theory qui est très bon édité. concept, en tout cas. Ah Vas-y, ouais, vas-y. édité par la compagnie, l'éditeur Le Droit de Perdre, donc une maison d'édition française. C'est un petit jeu de party, hein, très simple. Mais en gros, comment ça marche? On va te donner 2 mots. Ben, plus que 2, là, mais on va te donner 2 mots, et il faut que tu les relis de manière créative et lexicale, et en suivant le champ lexical. Mettons un exemple, on va te donner Chuck Norris d'un côté, et on va te donner je sais pas, les végétariens d'un autre côté. Fait que là, tu vas partir de Chuck Norris, il faut que tu trouves un mot, mettons, il est fort. Là, après, un bœuf, c'est fort. OK, un bœuf, c'est fort. Le bœuf... et là, tout ça, tu l'écris sur papier. Là, je vous fais la démonstration un peu oralement, mais c'est plus difficile oralement parce que ça se fait sur papier. Et après ça, tout le monde révèle son histoire, si on veut. C'est comme une histoire de conspiration, comment les choses sont connectées, mais c'est un petit jeu de party où on fait juste faire des liens drôles entre des idées. Pas de gagnant, pas de perdant à la fin, mais vraiment, on a passé un bon moment. C'est ultra simple, ça marche vraiment bien. J'étais étonné en fait à quel point c'était le fun. Tu te le fais expliquer puis t'es comme OK, ça a l'air correct. Mais quand tu commences à jouer vraiment, tu tombes facilement dans le panneau, et c'est très bon. Oui, c'est pas facile, hein, quand même, de trouver des bons liens, et c'est drôle de voir toute la différence entre les joueurs, là, quel chemin ils Oui, ont fait. ouais, c'est ça. Il y a des chemins très différents qui sont pris pour arriver au même mot. Donc c'est vraiment intéressant. Ça a un feeling un peu Telestration où on fait des liens un peu bizarres puis il se passe des affaires. Donc ça peut être intéressant. Je vous conseille fortement. En fait, ça se joue très bien en groupe, là. Sûr que c'est, comme on dit, c'est peut-être pas le meilleur jeu à 2 joueurs, mais vous pouvez le jouer en live avec vos amis. J'ai l'impression que ça va être la tendance dans les prochains mois. Ouais, en effet, ça risque. Je crois que ça fait le tour de notre période d'actualité. À moins que Brian, tu avais un petit jeu que tu nous as pas mentionné que tu aimerais parler, ou? Non, ça fait pas mal le tour. Sinon, on joue à des vieilleries. J'ai beaucoup de vieilleries dans ma collection. On a joué à Rosenkönig, qui est un jeu de cosmos à 2 joueurs sur la guerre des roses. Ah ouais, un jeu de Cosmos sur la guerre des roses? Oui, un jeu à 2. C'est très abstrait. C'est avec des cartes et on déplace les petits jetons pour remplir la grille avec des ondes de notre couleur le plus possible. C'est comme, euh, c'est comme un jeu de Go avec des cartes, OK, mettons. OK.
Cool. Donc, The Rose King, on va mettre ça dans la liste non. aussi. Ah, c'est en allemand, donc c'est Rosenkönig. Ah, Rosenkönig. C'est pour ça que j'avais de la difficulté à le trouver. Ouais, ça fait du sens. J'ai ça ici, Rosenkönig. Mais en anglais, c'est The Rose King. Fait que si vous le cherchez puis vous voulez le trouver. Donc, OK, très cool. Ben, c'est une bonne occasion d'ailleurs pour sortir des vieux jeux, hein, en fait, parce qu'on n'en a pas toujours des nouveaux. Mais là, dans ces temps-là, tu regardes ta ludothèque, puis t'es comme ah ça fait longtemps que j'ai pas joué, je pourrais faire une petite partie, puis t'en essaies quelques-uns comme ça, tu redécouvres en fait des jeux que ça faisait longtemps que t'avais pas joué. Exact. Très bien, ben on va se lancer dans la partie où on va découvrir notre invité, qui est ce Brian. Comme on a dit, on l'a rencontré de cela il y a un bon moment, était déjà un auteur de jeux dans l'âme, a fondé, comme JF l'a dit, le chapitre de Montréal de Game Artisan of Canada, mais est aussi un membre très actif d'un groupe secret de designers de jeux qui se rencontrent à une fréquence exceptionnelle, en fait, chaque lundi depuis 5 ans maintenant, peut-être plus. D'ailleurs, dans ce groupe, on peut compter des célébrités notoires telles que Stéphane Vachon et le jeune prodige Thomas Dagenais-Espérance. Et à une certaine époque, vous aussi, messieurs. Oui, à une certaine époque, en fait, on pourrait même dire que ça, c'est un genre d'ancêtre de zone proto, une proto-zone proto à un certain point. Donc, tout est dans tout, hein, et c'est comme ça qu'on peut voir. Oui. Maintenant, dans le fond, un auteur reconnu qui va sortir ses premiers jeux très bientôt. Je crois qu'il en a signé quelques-uns, on aura la chance d'y revenir. Et aussi un maître statisticien. Donc, JF, je te laisse lancer le bal avec la première question. OK, c'est juste que là, on a parlé un petit peu des Game Artisans, puis je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est très connu. Je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu, qu'est-ce que fait les Game Artisans et pourquoi tu as vu l'intérêt de fonder un chapitre ici à Montréal? Ben, les Game Artisans, c'est un peu comme Zone Proto à travers le Canada. Donc, c'est des gens qui aiment beaucoup le design de jeux et qui voulaient s'entraider à concevoir des jeux et qui ont décidé de s'échanger des ressources. Donc, ils ont créé un site web et avec un forum et ils discutaient. Donc, ça a commencé, je me rappelle pas où exactement le premier chapitre était, c'est peut-être à Calgary. Et il y a d'autres gens qui se sont rajoutés, et il y a des chapitres maintenant dans toutes les provinces ou presque. Et à Montréal, au Québec, on était un peu délaissé peut-être parce que c'était un groupe plus anglophone pour commencer. Et il y avait un chapitre aussi à Ottawa. Donc, il y avait les gens de Gatineau allaient à Ottawa. Et avec le temps, j'avais un de mes amis qui était dans ce groupe-là, qui designait aussi des jeux. Et je me suis joint à eux. Et quand on a eu la masse critique de 3 personnes, ça... Wow! Oui, exactement. Ça l'a créé automatiquement le chapitre de Montréal. Et donc, le forum, maintenant, c'est moins utilisé que la page Facebook. Donc, un groupe secret des partisans du Canada, où les gens, quand ils ont besoin d'un coup de main avec des choses, ils veulent des thumbs up sur leur jeu, sur Board Game Geek, des choses comme ça, s'entraident. Donc, comment, dans le fond, comment là, dans le fond, vous étiez 3, puis comment vous avez réussi à partir le chapitre, là? C'est juste que je sais qu'il y a un petit peu d'étapes, là. C'est pas juste vous étiez 3 motivés, vous avez dû vous déplacer et présenter vos jeux ailleurs, non? Donc, l'idée pour être un membre honoraire, un membre permanent, il faut être capable de prendre un design et l'amener à un niveau qui est présentable à des éditeurs. Okay. Donc, après ça, donc avec les règles et tout, comme si on envoyait un jeu à un éditeur. Sauf qu'au lieu de l'envoyer à un éditeur, on l'envoie dans un autre chapitre. Et ce chapitre-là va tester les jeux et va donner du feedback. Et s'il y a 2 chapitres qui donnent leur OK, la personne devient membre. Donc, souvent, le chapitre où la personne habite va donner son OK parce qu'elle ne laissera pas présenter des choses pour qu'un autre chapitre ne soit pas d'accord. Donc, c'est un peu pour aider les gens à
à former leur jeu, puis être capable d'amener un jeu à un certain niveau. Et une fois que c'est rendu là, il devient un membre permanent. Et une fois que 3 membres permanents, ça forme un nouveau chapitre. Donc, les activités maintenant sont moins... les Game Artisans, quand il y avait quand il y avait pas la page Facebook et le forum, c'était beaucoup plus structuré. Maintenant, les chapitres, c'est plus une formalité. Ça donne accès aux pages Facebook pour discuter. Mais c'est pas aussi structuré que oui. exactement. Cool. Est-ce que... Ben, vas-y, Simon. Oh non, vas-y. Ben, dans le fond, je voulais y aller un peu. Là, on parlait de tes jeux édités. Ben, dans le fond, qui vont être édités. Oui. T'en as, si je me trompe pas, 2 signés. Exactement. 2 signés et un qui va sortir bientôt, là. Oui, j'en ai... Les 2 sont supposés sortir dans les prochains mois, donc au courant de l'été. Évidemment, avec le COVID et tout ça, la production, tout est un peu chamboulé, donc c'est difficile d'avoir les dates de sortie exactes. Mais oui, j'en ai un qui est déjà annoncé sur Board Game Geek, chez Indie Boards and Cards, qui devrait sortir pour Origins. L'autre jeu chez TMG aurait été supposé sortir l'année dernière, mais bon, il y a eu des opportunités qui ont été investiguées et ça a retardé un peu la sortie, mais le jeu est en production en ce moment. Donc, il devrait sortir aussi entre Origins ou au plus tard à Gen Con. Cool. Et c'est, dans le fond, le premier, là, celui qui va sortir par Indie Board and Cards, c'est The Coldest Night. C'est exactement ça. C'est un jeu coop qui peut se jouer tout seul pour Simon, qui adore les jeux solo de board games. Où les gens se trouvent pris dans un blizzard et la température chute et se réfugient dans un chalet abandonné dans les bois et ils doivent brûler tout ce qu'ils trouvent pour pas mourir de froid. Donc, il faut entretenir le feu et brûler tout ce qui se trouve. Donc, le feu est représenté par 3 cartes au centre du jeu qui donnent une chaleur. Donc, on additionne les points de chaleur des 3 cartes pour avoir la chaleur du feu. Et on a des cartes dans nos mains qui, quand on les joue dans le feu, requièrent que le feu soit à une certaine température pour être joué et contribue au feu, contribue à la chaleur du feu. Et donc, à chaque tour, on essaie de jouer une carte et il y a une carte qui disparaît du feu parce que la carte, elle a brûlé. Et on doit jouer toutes les cartes. Et là, il y a des trucs qui se passent sur les cartes. Si on n'est pas capable de jouer de cartes, on va avoir des engelures, ce qui va nous empêcher de jouer d'une certaine façon au jeu. Donc, c'est un peu comme les phobies dans les poilus, si vous voulez. Ouais. Et des fois, c'est des items. Donc, si on réussit à brûler certaines cartes correctement, ça va nous donner des items qu'on pourra utiliser pour jouer nos cartes. Donc, par exemple, augmenter la température du feu. Et le but, c'est de jouer toutes les cartes. Et ne pas crever avant. Exactement. Si le feu meurt, on meurt tous. Donc, le jeu, c'est un jeu les gens que j'avais en tête pour ce jeu-là, c'est vraiment pas nécessairement des joueurs experts. Donc, c'est des jeux plus familiaux. Donc, c'est un jeu familial. Donc, les règles sont pas très compliquées. Le flow du jeu est assez simple. Donc ça sera pas un niveau pandémie. Ça va être un peu plus simple. Quelle belle thématique pour un jeu familial. Mais qui n'aime pas jouer dans un feu de camp et lancer des morceaux de bois dans un feu de camp? Effectivement, quand c'est pour ta survie, c'est toujours un peu plus dramatique. Oui. Je me demandais justement est-ce que ça c'était l'idée de départ du jeu? Parce que on sait des fois les thématiques vont changer en cours de route. Est-ce que ça c'était vraiment l'idée un peu de départ de ton jeu? Oui, l'idée de départ, c'était vraiment... J'essayais de penser à des expériences qu'on a qui sont particulièrement mémorables, qui sont particulièrement agréables. Hey, tu te rappelles-tu la fois où on a failli mourir puis il a fallu qu'on brûle tous nos objets? Là? Non, j'ai plutôt focusé quand on est autour d'un feu puis qu'on met des trucs. Comment c'est le fun de faire un feu puis de brûler des choses dans un feu, soit un feu de joie comme à la Saint-Jean
ou un feu de camp l'été. Jouer dans le feu avec le bâton, c'est fun d'être autour d'un feu. Fait que j'ai dit comment on peut rendre ça dans un univers un petit peu plus cinématographique que juste être autour d'un feu de camp. Donc c'est un peu là la genèse de ce jeu-là. Très cool comme idée, puis ça a l'air le fun. Je le vois que ça a l'air d'une boîte un peu à la Résistance, en fait. Là. Je trouve que ça a le même format. Donc, avec ton nom dessus, tu peux être très fier de ça. D'ailleurs, c'est pas étonnant pour moi que t'aies un et même plusieurs jeux qui vont être édités prochainement, parce que t'es... et tu sais, on a beaucoup de nos auditeurs qui sont des designers en herbe, des gens qui aimeraient faire des jeux, tout ça. Toi, t'es un gars très travaillant, très méticuleux dans ton travail de designer. T'as pas pris l'approche non plus de Kickstarter, même si t'as beaucoup de projets qui sont comme quand même assez avancés. Est-ce que tu as une explication pour ça, pour les gens qui seraient curieux là, d'aller vers du Kickstarter? Toi, t'as décidé de pas nécessairement prendre cette direction-là. Oui. Je comprends, je peux comprendre l'attrait des gens qui veulent faire un Kickstarter, mais c'est la raison pourquoi moi je l'ai pas fait. Je pense qu'il y en a deux. La première raison, c'est que ce que j'aime, c'est le design. Ce que j'aime, c'est les idées, c'est les concepts, c'est le bricolage, c'est le développement aussi, comme d'essayer un truc, puis de voir que ça fonctionne pas et comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Il y a des gens que je vois qui se découragent dans la phase de développement parce qu'ils voudraient que le jeu marche. Moi, mon gaz, ce qui me fait passer à travers cette phase-là un peu plus difficile de faire un jeu, c'est la compréhension de pourquoi ça fonctionne pas. Parce que même si le jeu avance pas, ma compréhension avance. Mm-hmm. Et donc, Kickstarter répond pas trop à ce besoin-là. L'autre chose aussi, c'est ma mesure en tant que designer de la qualité de mes designs, c'est si quelqu'un est prêt à les endosser pour les publier. Ce que j'ai pas avec un Kickstarter. Je pense que ce point-là est vraiment intéressant. On y reviendra après. Je vais te laisser continuer dans ta réponse. Ah, ben c'est ça. Puis je trouve que ça peut être dangereux de kickstarter ses propres designs parce que c'est difficile d'avoir un regard critique sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, si le designer est entouré de gens qui sont capables de lui refléter un regard critique et qui a assez d'ouverture pour modifier ses designs en conséquence, je pense que ça peut fonctionner et il y a des designers qui réussissent très bien, comme Stegmaier. Mais sinon, le plaisir d'avoir un jeu édité, si c'est ça qui drive le Kickstarter, ça peut être un piège parce qu'il n'y a peut-être pas le recul critique pour que le jeu fonctionne. Mais c'est à chacun son chemin. Moi, ce que je voulais, c'était pas, c'était plus la validation du design que de voir le jeu fait selon ma vision. Puis on s'entend que c'est pas tes premiers jeux, là, ceux qui ont été édités. T'en as fait beaucoup d'autres avant, d'autres qui ont été entre les mains d'éditeurs qui ont finalement pas vu le jour. T'en as fait combien avant, là, que finalement... C'est quoi les millions? Oh, j'ai compte plus, il y en a tellement plus. Je me rappelle quand j'ai fait des jeux, j'avais 12 ans, puis je faisais des jeux pour mes amis, je faisais des platformers, je jouais à Mario chez mes amis, je trouvais ça le fun, je n'avais pas chez moi de Nintendo. Donc, je faisais des platformers sur papier, puis je leur faisais ça. Quand j'avais peut-être 16 ans, j'avais fait un jeu de société, c'était horrible. C'était comme un mélange de clous avec différentes fins dans un manoir hanté. C'était vraiment un over design super compliqué. Et j'étais allé, mon père m'avait amené le présenter à Ribbit qui faisait les casse-têtes 3D, tu sais, puis j'avais présenté mon jeu. Puis, ils m'ont dit ouais, c'est bien, mais c'est trop compliqué. Puis, en effet, c'est horrible. Mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai fait beaucoup tout seul dans mon coin. Et c'est un truc que je conseille pas du tout. C'est très difficile de designer des jeux seul. Parce que c'est difficile de tester les jeux seuls.
Et c'est difficile, comme je disais, d'avoir le regard critique, d'avoir une vision extérieure qui nous pointe les problèmes, des gens avec qui on peut discuter de qu'est-ce qui marche, de qu'est-ce qui marche pas. Parce que ça peut devenir tellement compliqué qu'on se perd dans le problème. Et une fois qu'on est perdu dans le problème, les changements qu'on fait mènent nulle part. Ben, je pense de là la force d'avoir, on sait, toi tu testes depuis très longtemps avec le même groupe sur une base vraiment régulière. Est-ce que tu dirais justement que le fait que ce groupe-là existe, que tu peux apporter tes jeux chaque semaine, c'est vraiment significatif dans ta carrière de designer? Ah, définitivement. S'il y avait pas ça, je pense pas que j'aurais progressé, ou du moins, j'aurais très peu progressé par rapport à ce que j'ai progressé dans ma compréhension du design. C'est vraiment, pour moi, la clé d'arriver à finir des jeux qui sont intéressants pour les autres. Et il y a des dangers toujours de tester avec les mêmes personnes. Ce qui est drôle dans ce groupe-là, c'est qu'il y a des gens qui sont venus un bout de temps, qui sont repartis, il y a des nouveaux qui s'ajoutent, donc ça tourne. C'est jamais un peu les mêmes personnes qui sont là. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il peut y avoir aussi une vision biaisée de toujours jouer avec les mêmes personnes. Parce que ces gens-là ont fini de tout avoir un peu un groupthink. Tout le monde pense pareil. Ouais. Et là, oui, et là, on retrouve avec le problème qu'on n'a peut-être pas le recul critique, ou du moins, on en a quand même plus que quand on est seul, mais ça donne pas le regard critique que de le tester avec plein de gens différents. Mais comme pour un début de design ou pour dans la phase de développement, c'est merveilleux. Ouais, parce qu'on oublie souvent à quel point les testeurs ont de l'influence sur un jeu. À quel point un commentaire que quelqu'un dit un peu out of nowhere peut changer la direction d'un jeu à jamais, là. Oui, puis souvent, les gens avec qui je teste, c'est aussi des designers qui designent leur propre jeu. Et ce que je trouve beau, c'est qu'au final, c'est tout un peu des œuvres collaboratives parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées, ou peut-être même la plupart des bonnes idées dans mes jeux viennent des autres. La seule chose qu'en tant que designer, je garde, c'est la vision de ce que je veux faire. Ouais. Donc, c'est de bien définir le plus clairement possible c'est quoi l'objectif désiré pour ce jeu-là. Mais après ça, avoir la souplesse de prendre tous les critiques, tous les commentaires, toutes les suggestions et les filtrer à travers le prisme de cette vision-là. Mais on voit, justement, tu parlais du groupe, tout ça, on voit la tendance, particulièrement en France, là, qui émerge de plus en plus avec des jeux qui a des co-designers vraiment sur la boîte, tu sais, pas juste comme dans les tests. Est-ce que Ouais. c'est une approche que votre groupe pourrait éventuellement prendre, tu penses, ou ça s'enligne pas vraiment vers ça? Ben, ça dépend des gens. J'essaie depuis des années de faire un jeu avec Fabien. Et on est peut-être maudit parce qu'on teste des trucs puis ça fonctionne pas, puis on teste des trucs puis ça fonctionne pas, ou parce qu'on pense trop pareil, lui et moi, là, j'en ai absolument aucune idée. Mais c'est ce qui est designé avec plusieurs auteurs, c'est pour moi un truc un peu différent parce que quand c'est le jeu que moi je design et que je teste avec plein de gens, c'est moi qui définis la vision. Et après ça, j'utilise cette vision-là pour filtrer pendant le développement toute l'information que je reçois. Et ça alimente les discussions de qu'est-ce qui marche pas, puis je partage ma vision avec les autres, voir ce qu'eux en pensent, puis c'est comme ça que ça avance. Oui, puis ça, c'est le bon travail à faire, c'est de pas juste prendre les idées telles quelles puis essayer de les intégrer, mais de passer justement dans le filtre. Et ça, c'est le bon terme, là, pour expliquer ce concept-là, mais c'est une bonne idée. Souvent, il faut que tu la modifies ou que tu l'adaptes à ta vision pour que ça soit vraiment une bonne idée. Tu sais. Exact. Puis aussi, c'est que les idées, il y en a vraiment beaucoup dans le monde des idées. Il y a des gens qui sont des fontaines d'idées qui vont nous en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et c'est juste impossible de tout intégrer. Et là, comment on fait pour choisir ce qu'on veut mettre ou ce qu'on veut pas mettre? Si on y va juste avec comment on se sent, on risque de tourner en rond. C'est pour ça que la vision est là pour nous donner le cap. Ça nous donne la direction de dire, c'est ça que je veux faire. Est-ce que cette idée-là, elle m'aide à me rendre là? Ou est-ce que cette idée-là
me distrait de cet objectif-là. Et c'est possible de redéfinir sa vision, mais là, au moins, ça devient un choix conscient de dire, je voulais faire ce jeu-là, mais je préférerais peut-être faire cet autre jeu-là. Et là, on change la vision, et cette nouvelle vision-là sert à filtrer l'information. Mais c'est très différent, selon moi, que co-designer avec quelqu'un où là, la vision est définie à 2 ou à 3. Parce que là, c'est une vision partagée parmi plusieurs designers. Et pour moi, c'est pas la même chose. Non, je comprends bien. Vous êtes un peu dans une espèce de mode hybride, justement, en travaillant beaucoup avec d'autres designers. Ça devient pas un faux co-design, mais t'es bien entouré, mais t'as quand même la liberté de pouvoir trancher qu'est-ce qui fit le mieux, justement, avec ta vision. Je pense qu'il est très important, là. Exact. Puis moi, je fais ça comme hobby, donc c'est pas ma carrière, et je penserais pas que ça le devienne un jour. Et c'est pour ça que mon plaisir, c'est de faire les choses comme je veux en tant que hobby. Mais si c'était pour être ma carrière et qu'il fallait que je fasse ça pour en vivre aussi, j'aurais probablement une approche différente. Parce que là, partager ma vision avec les autres et l'argumenter et la développer à plusieurs va probablement la rendre plus adaptée à ce que les gens veulent au niveau commercial. C'est intéressant ça comme point, c'est vraiment intéressant. J'avais jamais réfléchi à cet aspect-là en fait du design. Parce que si je décide de faire un truc complètement loufoque, comme là en ce moment, j'en ai un jeu il y a 2 dés puis 6 cartes. Je veux dire, ça n'a aucune valeur commerciale, mais ça m'amuse. Puis je peux explorer ça. Mais s'il fallait que ça paye mon hypothèque, ce serait probablement pas l'approche que je prendrais. Ouais, t'as moins de liberté justement quand tu dois subvenir à ta famille, comme on dit. Exactement. Ben oui, vas-y, Jeff. Ben, j'allais changer un petit peu juste pour avancer, mais c'est juste, là, tu as signé 2 jeux. Oui. 2 jeux des compagnies américaines, si je ne me trompe pas. Comment tu as réussi à te faire signer? Parce que là, c'est sûr, on est au Québec, il y a un certain nombre d'éditeurs relativement limité. Donc, souvent, mon conseil aux auteurs, c'est d'aller aux États-Unis parler à d'autres éditeurs que juste au Québec aussi, pour ouvrir plus de portes. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Bon, les 2 jeux ont été signés de manière différente. La première, c'est Stéphane Vachon, que vous mentionniez précédemment, qui, au moment que Game Salute sortait Planétarium, lui était invité à Gen Con. Mon jeu, c'est que le nom de code, c'est Luna Base. On va l'appeler Luna Base. Qui est pas Coldest Night, qui est l'autre jeu, le deuxième, ouais. Exactement. Donc, Stéphane est un fan fini de Luna Base. À un point tel qu'à un moment donné, j'étais découragé dans le développement. J'avais essayé plein de choses et le jeu fonctionnait juste pas. Et Stéphane m'a demandé est-ce que je peux le reprendre et essayer des choses parce qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Et finalement, son enthousiasme m'a fait retourner au jeu, mais avec un angle complètement différent. Et là, les choses ont déboulé et j'ai finalement réussi à finir le jeu. Et Stéphane s'est offert de être comme l'agent de jeu qui pitch le jeu à Gen Con parce que lui était invité là-bas. Il est allé voir différentes compagnies, il a présenté le jeu et il a réussi à le faire éditer chez TMG. Et là, voyant que c'était possible, je sais pas si, ça a l'air toujours très loin et infaisable et nébuleux, tu sais. Quand ça fait des années que tu travailles sur des designs puis tout ça, tu te dis il va jamais être édité d'une certaine façon, là. Exact. Mais là, de voir quelqu'un que tu connais qui a réussi à éditer un jeu et qui a réussi à pitcher ton jeu pour qu'il soit édité, ben, tu fais, ben, c'est possible. Puis peut-être que moi aussi, je suis capable. Et là, ne reculant devant rien, n'écoutant que mon courage, l'année suivante, je suis allé à Origins Game Fair à Columbus au mois de juin, et avec mes protos et avec mes sell sheets. Donc, une sell sheet, tu ne sais pas c'est quoi, c'est un peu comme la présentation du jeu sur une page pour que les gens comprennent l'expérience que le jeu propose. Donc, ça explique pas les règles en détail, mais ça va peut-être expliquer les règles clés ou les mécaniques clés. C'est quoi le monde qui est décrit. Donc, succinctement, pour que ça donne une idée de l'expérience. Et avant la conférence, j'ai contacté des éditeurs américains
que je savais qui seraient présents. Certains m'ont donné des rendez-vous. Et je suis allé, quand je suis allé à Origin, je suis allé faire ces rendez-vous-là pour leur présenter mon jeu. J'ai aussi demandé des rendez-vous à des éditeurs sur place. Ils sont là à présenter leur jeu. Je suis allé les voir. J'ai dit, est-ce que je peux vous présenter un jeu? Puis des fois, ils me disaient oui, puis des fois, ils me disaient non. Ils me disaient oui, on se donnait un rendez-vous dans la convention, puis je présentais mon jeu. Nice. Et c'est comme ça que j'ai signé Coldest Night. Très cool. Ben, belle histoire, en fait, hein, aussi. C'est intéressant de voir ça. Absolument. Ça te donne espoir en sachant que c'est possible de se faire éditer un jeu en tant qu'auteur. Mais c'est ça demande peut-être de voir se déplacer aux États-Unis. Oui, ben quoi qu'en ce moment, peut-être ça va changer un peu, mais je pense que ce que ça prend le plus pour designer un jeu, la qualité première, c'est il faut que le processus soit amusant. Parce qu'il y a tellement d'échecs, il y a tellement de moments où ça semble pas progresser, que si ce processus-là est pas le fun, on se décourage. Donc, tester à chaque semaine, c'est pas juste tester, c'est comme un Monday Night Poker. C'est comme on se réunit, on joue à des jeux, puis on discute, puis on a du fun, une partie sociale qui est le fun. Donc, même si les jeux avancent pas, la partie sociale est le fun. Puis, aller à Origin pitcher des jeux, c'est exigeant, puis c'est pas toujours facile de comme contacter les gens à froid et tout ça. Mais être dans une convention, c'est excitant. Ouais. Donc, toujours mettre l'emphase sur le côté excitant pour que le côté qu'on trouve plus difficile passe bien. Parce que les côtés difficiles, il peut en avoir beaucoup. Il faut pas que ça nous décourage. C'est d'insister et de persister. Très, très bon point, parce que t'es un des gars, d'ailleurs, qui est un peu un modèle pour ça. Quand je disais au début, ça m'étonne pas que tu sois édité, mais ça leur a quand même pris beaucoup de travail pour que ça arrive. Donc, c'est pas comme arriver de même, ton premier jeu que tu designs, tu l'envoies à un éditeur, puis il dit, OK, bing bang, on le fait. Il y a tout un effort qui est colossal derrière, là. Oui, parce que je pense pas que je suis un game designer naturel. Il y a des gens qui ont énormément de talent et qui arrivent à faire des jeux beaucoup plus rapidement et beaucoup plus comme dans le marché. Donc, il y a un intérêt pour ce qui se fait en ce moment que moi. Mais j'aime ça. C'est ça ma grande force. Ouais, non, mais t'es aussi, tu sais, t'es persistant, et je pense que ça a vraiment de la valeur. Au-delà du talent, on le sait, l'effort vaut 10 fois plus. Ouais. Ben bon, on va passer. Félicitations, hein, d'ailleurs, pour tes deux jeux. On a bien hâte de voir ça. Bravo. On va passer au deuxième. S'il y a une version Tabletop Simulator, dis-nous-le, on va le tester. C'est bon. Oui, exactement. Maintenant, on est rendu, on joue même plus à des jeux, nous autres. On fait juste les pirater. C'est pas vraiment les pirater, là, mais peut-être qu'éventuellement, on va les acheter sur Tabletop Simulator. À suivre. Parce que le plaisir de Tabletop Simulator, c'est de flipper la table à la fin. Exactement. Ben, en fait, je vais peut-être commencer à le faire dans la vraie vie maintenant, tu sais, vu que j'ai été, OK, la guerre est finie, Ouais, dans Tabletop, t'as pas besoin de ramasser les pièces. Ah ouais, non, c'est ça, exact. Donc, deuxième sujet, c'est bien entendu la photonique, les lasers à fibres accordables et la propagation non linéaire d'impulsion. Ouais. Ah non, ça c'était pour une autre fois, désolé. Okay. En fait, on va dire le maître statisticien. T'as commencé une analyse très poussée de Board Game Geek, une analyse du big data, là, comme on dit par chez nous. Ouais, je sais pas, je me vois certainement pas comme un grand statisticien pour commencer, mais je suis pas un mathématicien de formation. Et je sais pas si l'analyse est très poussée. J'essaie encore une fois de m'amuser avec les bases de données. J'ai pris des cours cet été de machine learning et c'est une bonne façon d'apprendre à jongler avec des données puis faire des analyses sur des données. Donc, c'est un peu là qu'origine ce projet-là. Je me suis dit, tant qu'analyser des bases de données, pourquoi pas analyser des bases de données de jeu qui nous permettraient de comprendre ce que les gens aiment dans les jeux et peut-être utiliser ça pour modifier comment je design après.
Donc designé pour la tendance. Avant de se lancer, ok, bon, le site c'est MyBubble avec 2 B. De toute façon, on va le mettre. Prenez pas ça en note, on va le mettre dans la description de l'épisode. Je vous encourage fortement, si vous pouvez, à regarder les graphiques dont Brian va nous parler pendant qu'il en parle. Je pense que ça va être vraiment plus simple et vraiment plus intéressant pour vous. Sur ça, Brian, je te laisse partir. Explique-nous ça comme tu veux, puis nous, on va t'interrompre en te posant des questions. OK, bon, on peut faire ça. Je vais aller dans la section, peut-être qui va intéresser le plus les gens, qui s'appelle l'analyse historique, qui est un peu de regarder au fil des années comment les jeux ont changé, combien de jeux ont été publiés, les choses comme ça. Oh, les vrais chiffres. Ouais, ben, ça, c'est très difficile parce que à dire si c'est les vrais chiffres ou pas, parce qu'il faut toujours savoir de quoi qu'on parle. Et c'est ça qui est difficile. Qu'est-ce que les chiffres représentent? Les chiffres sur Board Game Geek, ça nous dit combien de jeux sont publiés à chaque année. Ça ne nous dit pas combien de jeux sont vendus à chaque année. Ça ne nous dit pas combien de jeux sont joués à chaque année. C'est toutes des choses qui sont différentes. Donc, dans la base de données, ce que je peux voir ou ce que j'ai utilisé, c'est à chaque année combien de ces jeux-là sont publiés, c'est comment les gens ont évalué ces jeux-là. Donc, c'est plus ces variables auxquelles j'ai accès. J'aimerais bien savoir combien de jeux sont joués de par le monde à chaque année, combien de jeux sont vendus de par le monde à chaque année, mais je pense pas que c'est des informations qui sont disponibles. Donc, un des trucs qui, moi, m'a surpris, c'est que la croissance des jeux de société depuis la Deuxième Guerre mondiale est d'environ 6% par année. Ah ouais, c'est standard. C'est une courbe qui est assez fixe, là. Ça suit très, très bien la courbe. Il y a des années que c'est un peu au-dessus, il y a des années que c'est un peu en dessous. Par exemple, les années que c'est un peu en dessous, c'est à peu près autour des années 90. Dans les années 90, la croissance des jeux de société a comme ralenti. Ça a même stagné pendant plusieurs années. Donc, le nombre de jeux qui sortaient à chaque année restait le même. Et je crois, ma théorie personnelle, c'est que ça a beaucoup rapport avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ouais. Bien vu. Et la correction s'est faite à la fin des années 90, début des années 2000. Je sais pas exactement pourquoi, mais je crois que d'une part, l'avènement des jeux allemands qui sont devenus plus connus, donc les euros. Mais à cette époque-là, c'était les jeux allemands, c'était pas encore les euros. Dont les colons de Catan, dont Carcassonne, etc. Et je crois aussi Magic the Gathering a un gros rôle à jouer là-dedans. Magic est sorti en 93, mais devenu beaucoup plus populaire dans les années qui ont suivi, et ça l'a montré aux gens qui peuvent avoir des jeux analogues, donc pas digital, qui sont tout aussi excitants dans le moment que les jeux vidéo. Et peut-être même aussi rentable, hein? On peut dire qu'il y a des compagnies qui se disaient ça vaut la peine d'investir dans le jeu de table parce que ça peut nous rapporter de l'argent, là. Et je sais pas si ça vient un shift aussi du fait que la plupart des jeux de société avant ça étaient majoritairement les jeux de l'ancienne garde. Il y a beaucoup des jeux de l'ancienne garde, de Monopoly, Risk et tout ça, qui étaient à peu près les seuls jeux qui étaient accessibles aux gens. Et les hobby games, autres ceux de Avalon Hill, qui étaient très compliqués, sont devenus aussi plus accessibles aux gens à la fin des années 90. Je sais pas. Ouais, ça fait du sens parce que même juste avant les années 90, tu vois, c'était un peu en haut de la courbe. Oui. Fait que, on voyait qu'il y avait une montée, peut-être en haut de 6%, puis là, les années 90, ça l'a fait chuter complètement, là. Avalon Hill et les Wargames étaient très populaires à cette époque-là, où les gens avaient plus de temps. C'était correct de jouer 3-4 heures d'un jeu. On dirait que puis ça, quand les jeux vidéo sont arrivés, ben c'est peut-être 3-4 heures, mais de jeux vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que oui, justement, en moyenne, c'est 6% par année depuis toujours. Mais là, 6% par année, là,
on s'entend, on est dans une époque, et particulièrement au moment auquel on se parle, le culte de la croissance éternelle n'est pas possible. Est-ce que tu crois qu'un jour on va revenir à une époque où cette croissance va rediminuer et le marché va s'inverser? C'est difficile à dire. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent à des jeux de société parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont du temps de loisir déjà en partant qu'en 1950. Donc, il y a une question de ça, puis je sais pas si ce qui risque d'arriver, c'est la spécialisation, c'est-à-dire que il va y avoir moins en moins de jeux qui vont être peut-être populaires pour tous, mais il va y avoir plus de niches. C'est un peu ça qu'on a vu. Ce qui fait contrepoids à ça, c'est évidemment les compagnies qui rachètent toutes les petites compagnies en dessous. Je suis pas quelqu'un de marché, donc faudrait parler à quelqu'un de marketing puis de segmentation de marché qui serait peut-être plus en mesure que moi de voir ça. Moi, avec les chiffres, je sais pas. Mais moi, je peux vous dire qu'en 2020, il va y avoir pas mal moins de jeux qui vont sortir. C'est ce que j'ai entendu aussi dans certains podcasts où ils mentionnent que la pression sur le marché commence à être difficile et c'est mieux de mettre les ressources marketing sur moins de jeux et les pousser pour qu'ils soient visibles que la stratégie qui était un peu utilisée avant d'avoir beaucoup de jeux dans l'espoir qu'un ait du succès et qui paie pour les autres. Effectivement, donc prioriser vraiment la qualité. En tout cas, j'espère. Moi, c'est quelque chose que j'encourage le marché à faire. Mais bon, ça sera pour le futur. On te laisse continuer. C'est ça. Et moi, comme je dis, je suis pas quelqu'un de marketing, donc toutes mes conjectures, faut prendre ça avec un grain de sel. C'est plus les chiffres qui sont. Un truc aussi que je trouve intéressant à regarder dans l'analyse historique, c'est l'évaluation moyenne des jeux. Donc, les joueurs, je vais me rectifier. Pas les joueurs, les utilisateurs de Board Game Geek. De Board Game Geek qui notent les jeux. Pas les joueurs. Je connais beaucoup de joueurs qui ont jamais été sur Board Game Geek de leur. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'évaluation moyenne des jeux sur Board Game Geek augmente. Elle augmente beaucoup, surtout dans les 10 dernières années. Excuse-moi, ça c'est le nombre d'évaluations ou c'est la note que les gens lui donnent? C'est la note que les gens lui donnent. OK. Donc, en moyenne, ça tournait autour de 6. Et là, depuis 10 ans, c'est monté presque à 8, 7,7. Donc, je sais pas si c'est parce que il y a les gens sont plus enthousiastes des nouveaux jeux et donc ils les évaluent plus élevés. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus est-ce parce que les jeux qui sortent sont meilleurs que ceux qui étaient avant et donc c'est difficile, j'en ai aucune idée. Une chose qui est intéressante, par contre, c'est que la moyenne bayésienne, elle reste toujours à 5,5. Donc, et quand tu parles de moyenne bayésienne, tu peux nous expliquer ça pour les gens qui n'ont pas fait des cours avancés de machine learning? OK. C'est très, très simple. C'est que ce que Board Game Geek fait, c'est il donne deux évaluations des jeux. Une évaluation qui est ce que les gens ont mis et la moyenne de la moyenne des évaluations des joueurs. L'autre, c'est qu'il prend la moyenne des évaluations des joueurs et rajoute un nombre de joueurs fictifs. Donc, il peut en rajouter un nombre de joueurs, un nombre d'évaluateurs fictifs. Il en rajoute plusieurs centaines qui sont à 5,5. Donc, c'est comme si dans le calcul de la note, il y avait 1000 personnes qui votaient 5,5, plus tous ceux qui ont voté ce qu'ils veulent bien. Et c'est ça qui donne l'évaluation bayésienne. Oh, OK. Ça, c'est reconnu. C'est pas juste Board Game Geek qui fait ça. C'est une technique reconnue? Oui, c'est une technique, exactement. Et donc, ça, est-ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle le Geek Rating sur BGG ou? Non, ça, le Geek Rating, je sais pas exactement. Okay, si c'est pas des jeux, je ne saurais pas. OK, mais donc... ce qu'on peut déduire du graphe avec l'évaluation bayésienne, c'est... il y a une autre chose qu'il faut savoir que Board Game Geek fait, c'est il donne une évaluation bayésienne de 0 à tous les jeux qui ont moins de 30 évaluations. Oh, OK. Et la raison derrière, c'est que si nous trois, on décide qu'on a un jeu obscur qu'on adore, puis qu'on lui met une note de 10,
Ouais, il va avoir 10 sur 10, il va avoir de la note de 10 au total en moyenne. Oui, et on veut pas que ça soit le numéro 1 sur Board Game Geek parce que nous, on a décidé qu'on s'accordait à lui donner une note parfaite. Donc, l'idée de la moyenne bayésienne, c'est qu'aussitôt qu'il y a assez de votes, aussitôt qu'il y a, s'il n'y a pas assez de votes, il n'y a pas de moyenne bayésienne. Et quand le nombre de votes arrive à 30, il ajoute ce millier de votes-là pour être certain que 30 personnes ne se mettent pas de concert pour donner 10 et augmenter artificiellement, peut-être, la note du jeu. Donc, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes pour contrebalancer les évaluateurs fictifs. Ouais. Toi, Jeff, tu penses quoi de l'augmentation des notes? Tu penses que c'est quoi ta théorie derrière ça? C'est dur à dire, mais c'est sûr que moi, je pense que c'est lié en partie au fait que les jeux sont meilleurs. Okay. En partie, parce que je pense qu'il y a vraiment une amélioration là, du game design depuis la nouvelle garde, là, la modernité des jeux depuis 2000, début 2000. Après ça, je pense aussi probablement qu'il y a de plus en plus de monde qui rate. Puis que les gens, je sais pas, non, j'ai pas de bonne théorie là-dessus, là, à part que les jeux sont meilleurs. C'est la seule chose que je vois. C'est peut-être aussi qu'il y a plus de jeux qui ont moins de rating, de sorte que s'il y a beaucoup de jeux qui sortent qui ont juste 10, 20 ratings et qui sont ratés à 7, 8, ça va faire augmenter la moyenne. Ouais. Et avant, s'il y avait moins de jeux, mais que tout le monde votait sur ces jeux-là, la valeur, ça ramène l'évaluation plus proche de la moyenne. Ça, c'est une belle explication quand même aussi. Ça peut faire pas mal de sens. Puis, juste pour être sûr, au niveau du graphique, au niveau des années, là, quand tu dis 1990, on a une moyenne, ben, c'est tous les jeux qui sont sortis en 1990, mais c'est pas des ratings qui ont été faits dans ces années-là. C'est-à-dire que un jeu sorti en 1990 aurait pu très bien être évalué en 2009 et rentrer dans cette stat-là, c'est ça? Exactement. Ça Bon, aussi. ben ça, pour moi, ça, c'est un autre facteur, là. C'est-à-dire que je pense que les gens qui jouent à des plus vieux jeux et qui ont l'habitude de jouer à des jeux plus récents, plus modernes, ben, à mon avis, ils doivent moins bien rater les vieux jeux aussi. Ça serait une très bonne explication également. Je trouve ça intéressant, cet exercice-là, de juste, parce qu'on voit un jeu sur Board Game Geek, on regarde le rating, puis on se fait une idée. C'est beaucoup plus compliqué ce qui se passe en arrière. Effectivement, Non, effectivement. Malheureusement, il y a probablement aussi un très grand manque d'esprit critique dans ces notes-là. Ah oui, mais ça, c'est une autre chose. La plupart des gens ont le droit à leur opinion, right? Ben, tout le monde a le droit à leur opinion. Fait que sur Board Game Geek, si quelqu'un décide que ce jeu-là, ça vaut 1, qui est la note la plus basse, ou 10, qui est la note la plus élevée, est-ce qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas de sens critique? Est-ce qu'ils le font parce que c'est leur préférence? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent contrebalancer l'effet d'une autre critique? On peut pas le savoir. Mais s'il y a suffisamment de gens qui évaluent le jeu, ben tous ces biais-là se moyennent, s'annulent un peu, de sorte que s'il y a 200, 300, 500 ou 1500 personnes qui évaluent un jeu, ça donne une meilleure idée de la réalité. Oui, Même ça c'est vrai. Plus il y a de gens qui vont l'évaluer, plus ça va te donner un portrait global. La seule chose, le seul message que je voudrais envoyer aux auditeurs et auditrices, c'est que la communauté du jeu de société est encore une communauté qui n'a pas été complètement omnubilée par les moyens marketing et le pur capitalisme crasse qu'on peut voir à Hollywood ou dans l'industrie du AAA du jeu. Donc, essayons de conserver cet esprit critique général et de pas se laisser avoir par les figurines. Ah, mais les gens s'ajoutent à leur bonheur, les figurines, tu sais. On va en parler. En tout cas, ouais. C'est bon. Donc, on te laisse reprendre l'analyse. Peut-être que la dernière figure, il y en a plein d'autres, là, mais je passerai pas à travers toutes les figures. Un truc que j'ai trouvé amusant, c'est la durée moyenne d'un jeu. Oh!
Donc, c'est drôle de voir que dans les années 50-60, les jeux étaient en dessous d'une heure. Ouais. Donc, en moyenne. Et ça a augmenté jusqu'à peu près 1h30 dans les années 80. Avalon Hill. Toutes les wargames. Exactement. Et là, ça a diminué continuellement dans les dernières années, 2015. Mais depuis 2015, ça remonte. Oui. C'est quand même impressionnant de voir que, tu sais, on dit les éditeurs cherchent des jeux courts, des petits trucs, tout ça, mais on voit que la durée moyenne des jeux est presque revenue à 100 minutes, en fait, là. On doit être autour de 80 minutes, là. Ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs très étranges dans la base de Board Game Geek. Il y a un jeu que j'ai été obligé d'enlever de l'analyse car sa durée était de 1 500 000 minutes. Sérieux? Et plusieurs jeux avaient des durées qui étaient qui étaient de plusieurs milliers de minutes. Oh my God. Je sais pas si c'est comme des jeux avec des campagnes qui incluent tout le temps de tous les campagnes dans le jeu. C'est pas clair pour moi. Ils ont peut-être pas compris que c'est la durée d'une partie et non la durée de la campagne au complet. Du jeu au complet, ouais. Donc, peut-être que ça a augmenté à cause de ces jeux un peu étranges-là, qui viennent fausser les données, mais j'ai essayé de filtrer pour garder un truc raisonnable et ça semble être raisonnable que ça augmente un peu plus récemment. Les jeux comme Root sont quand même assez longs. Ouais, mais tu sais, moi, je pense automatiquement à Terraforming Mars, là, tu sais, qui est un jeu qui est arrivé, bang, au moment où les éditeurs et les gens voulaient jouer à des jeux de moins d'une heure, Terraforming arrive, un jeu de 2 heures, et tout le monde en parle et joue encore. Les jeux de 2 heures, c'est redevenu un peu monnaie courante, là. Et tous les jeux de Kickstarter à figurines, justement, sont rarement en bas d'1h30. Ouais, moi, c'était ça ma première idée, c'était Kickstarter. Ben, en même temps, c'est avant 2015, mais quand même, là, je peux comprendre que le boom participe à ça, dans mon avis. Oui, donc, exact. C'est un peu ça dans cette section-là. Mais j'irais peut-être avec une dernière slide de cette section-là, si ça te dérange pas, que tu pourrais nous parler, c'est les types de jeux par année de publication, je crois. Oui, donc le type de jeu, oui, c'est ça. Donc, le graphe est un peu exotique, là, donc il est peut-être un peu épeurant à première vue. C'est plus un titre indicatif. C'est quoi? Ce qui est tracé, c'est la fréquence du jeu. Donc, c'est un peu c'est quoi le pourcentage de ce type-là par rapport à tous les autres pourcentages, autres types de jeux? OK. Et il y a des trucs drôles. Si on regarde les abstracts, entre autres, on voit que dans les dernières années, ça a vraiment beaucoup diminué. Les jeux de stratégie abstraits n'ont pas la cote. Oui, ils ont moins la cote de ce qu'il y avait avant. Les party games semblent augmenter. Oui, mais effectivement. Ça leur diminue un petit peu. Les pauvres jeux pour enfants. Les jeux pour enfants, c'est un peu une aberration sur Board Game Geek. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu penses que c'est parce que les éditeurs de jeux pour enfants prennent même plus la peine de le mettre sur Board Game Geek ou? C'est possible. Je connais pas assez ça, mais pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux pour enfants qui sortent à chaque année. Donc, c'est très possible qu'ils se ramassent pas tous sur Board Game Geek. Parce que dans le fond, c'est les usagers qui décident de le rentrer et les éditeurs qui peuvent être des usagers aussi. Et les gens qui votent sur Board Game Geek comprennent pas qu'un jeu pour enfants, ça s'adresse pas à eux. Ça s'adresse à C'était pas bon ce jeu-là. C'était pas bon ce jeu-là. Oui, si t'as pas aimé ça, c'est normal, t'es un adulte. Pourtant, il y avait plein de figurines dedans. Donc, oui, ils sont un peu malmenés, les jeux pour enfants sur Board Game Geek. Un truc aussi qui m'amuse, c'est les wargames. Le dernier en bas. Oh, shit, ouais. On voit que dans les années 70, il y a eu comme une explosion. Et cette courbe-là, elle match quand même pas mal la courbe de durée moyenne des jeux. Donc, les années auxquelles les durées moyennes de jeux augmentent, c'est les années où les wargames. Car il y a comme si le hobby game est un petit village de Gaulois dans le monde du jeu de société en général,
le Wargame est une petite maison de Gaulois dans le village de Gaulois. Oui, OK. Il y a des Wargame a son groupe de gens hardcore qui aiment ça, qui jouent à ça, qui suivent ça. D'ailleurs, vous avez fait un truc sur le Stack Academy récemment. Oui, on salue le démon en personne, Marc Guénette, le cannibale, le tueur de techniciens Belzébuth, organisateur de Stack Academy, bien entendu. Et donc, c'est ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup les wargames et qui ont il y a un groupe de fans qui explique entre autres un peu cette courbe-là aussi. Donc, super. Ben, est-ce que tu as une autre petite analyse à nous présenter de la sorte ou? Ben oui, on peut aller voir dans une autre section, parce que ça, c'était la section historique. Je peux donc regarder... pour ceux qui étaient, là, c'est analyse BGG, analyse historique. Exactement. Et je m'efforce à faire le site et en français et en anglais. Donc, si vous préférez en anglais, vous pouvez aller voir en anglais aussi. Et le titre du site aussi est en français et en anglais. Là, les deux liens vont vous amener à la même place. Donc, dans les extensions, ce que j'ai trouvé surtout très fascinant, c'est regarder la croissance, le taux de croissance des extensions. Wow, depuis 2010, ça l'a explosé, en fait. Oui, parce que déjà, la croissance historique est autour de 13,3, 13,4%. Donc, juste la croissance moyenne est le double, au-dessus du double de ce qu'elle est pour les jeux de société. Est-ce que quand tu nous disais, quand on voyait la courbe là, des jeux de société, est-ce que ça incluait aussi les extensions ou non? Non, ça incluait pas les extensions. OK. Fait que là, c'est vraiment le double d'extensions qui sortent que de jeux. C'est impressionnant. J'aurais pas cru qu'il y en avait autant. C'est pas ça que j'ai dit. Il faut faire attention. C'est une augmentation qui... Exact. Deux fois plus grande. La croissance est le double. Oui. Oui, la croissance, donc ça augmente plus rapidement, mais il n'y en a pas encore le double. D'ailleurs, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la base de données, en ce moment, donc la base de données, je l'ai faite en date du 7 janvier. Je voulais avoir tout l'année 2019 et j'ai pas inclus l'année 2020. Donc, avec un peu de chance, dans un an, je vais refaire le même exercice, je vais tout mettre à jour pour que ça soit en date pour inclure 2020. Il y a 112 758 entrées dans la base de données. Oh. Donc, tout confondu, extension, tout ce que vous voulez. Et là-dessus, il y a 21 059 extensions. Donc, à peu près 20% de ce qui est sur Board Game Geek est des extensions. Et est-ce que tu comptes là-dedans, genre, toutes les petites cartes promo pis ces affaires-là, ou vraiment les extensions? C'est probablement inclus. Dans l'analyse, moi, je regarde ce qui est classifié comme étant une extension. OK. Donc, c'est quand même beaucoup, hein. Le 1/5 des jeux serait une extension. C'est impressionnant. Et ça augmente de plus en plus à chaque année. Donc, peut-être qu'année prochaine, quand je vais faire la même analyse, on va être à 21 ou 22%. Ce ratio-là va dans la direction des extensions. Fait que là, est-ce que quand toi, tu designes un jeu maintenant, tu te dis, il faut absolument que je puisse faire des extensions? Non, pour moi, c'est pas dans mon radar quand je design. Mais ça pourrait, mais c'est pas... Mais je comprends pourquoi les extensions sont plus populaires. Si c'est plus difficile de se faire voir sur le marché, une fois on a un jeu qui a du succès, mais on veut capitaliser le plus possible sur ce succès-là avec d'autres extensions, avec des extensions qui vont dans le même sens. Donc, si les gens ont aimé un truc en particulier, on va leur donner des choses qu'ils aiment. Donc, ça devient de plus en plus risqué de partir une nouvelle franchise, une nouvelle propriété intellectuelle comme quelque chose de complètement différent parce qu'il faut que les gens puissent la voir et c'est de plus en plus difficile de se faire voir. Et un des trucs que j'ai trouvé très fascinant, c'est le tableau qui est à la fin de la section où j'ai classifié les extensions en fonction de l'évaluation moyenne des joueurs, l'évaluation bayésienne
de Board Game Geek, dont on a discuté tantôt, et par seulement le nombre d'évaluations. Donc, on se fout ce que les gens ont voté, combien de gens ont voté. Et ce qu'on voit, c'est des choses très différentes. Ouais, c'est fou, hein? En fait, on voit que l'évaluation moyenne, on est presque toutes dans du gros jeu de figurines, je dirais. Là. Pas exactement, mais quand même assez, là, du gros lourd. Oui, et des trucs parfois un peu exotiques. Il y a une map pour les aventuriers du rail faite par un fan pour une map du Japon. Puis, je sais pas c'est quoi Kitty Catalysm Personality, mais c'est... Le 10e jeu, la 10e extension, c'est quand même ça, tu sais. Bon, ben, à un moment donné, il faut relativiser. C'est quand probablement, toutes ces extensions-là ont une note de 10. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui ont voté pour que la moyenne bayésienne embarque. Et je les ai pas classés, je sais pas dans quel ordre je les ai classés, ils sont peut-être pas en ordre alphabétique, mais il y aurait pu y en avoir beaucoup d'autres qui prennent leur place. Ouais, c'est toutes les extensions qui ont une note de 10. OK. OK? Mais par très peu de gens. Alors que, bon, si on regarde la moyenne bayésienne et qu'on les classe... Là, c'est les gros jeux que tout le monde connaît, hein? C'est les grosses extensions que tout le monde connaît. Exactement. Avec Mage Knight, Board Games, je connaissais un peu moins ça. Mais il y a plusieurs sites. Mais tu sais, Scythe, Pandémie, Terraforming Mars, Dominion, tous les trucs bien connus de ce monde. Sauf que c'est pas des jeux grand public. Twilight Imperium, c'est pas ça que la moyenne des gens jouent. C'est des jeux que moi je vois ça comme des jeux de gamers. Donc des jeux qui sont plus le crowd, les gens sur Board Game Geek, quel genre de jeu qu'ils aiment. Alors, regarde l'évaluation, juste combien de gens sont allés voter, là, on retrouve vraiment les classiques grand public. Carcassonne, Catan, Pandémie, Dominion. Seven Wonders. Donc là, ça, c'est plus vraiment casual, familial. Et ce palmarès-là me surprend pas du tout. Parce qu'il y a juste beaucoup de gens qui ont voté. Mais ils n'ont pas nécessairement voté très haut. Non, ils sont juste allés mettre une note pour le jeu, tu sais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là. Mais sur Board Game Geek, ce que les jeux sur lesquels l'utilisateur moyen de Board Game Geek trippe, c'est plus les jeux qui sont des jeux de gamers. On voit quand même Lord of Waterdeep présent dans les 2 dernières. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a 2 pandémies aussi. Pandémie on the Brink. Ah ben oui. Et tu vois que c'est des jeux qui se trouvent un peu à la limite du comme plus familial et du gamer. C'est des jeux qui sont un peu entre les deux. Donc ça fait du sens qu'ils soient dans les deux catégories, je trouve. Oui, il y a comme c'est comme un peu à l'intersection du diagramme de Venn pour rester dans les dans les graphiques. Les graphiques. D'ailleurs, juste pour vous revenir là-dessus, Kitty Catalysm Personality a un rating de 10. Ouais. Fait que c'est la liste, comme je dis, ça aurait pu être beaucoup d'autres extensions qui auraient pu prendre leur place. C'est juste le principe que s'il y a moins que 30 personnes qui votent 10, la note du jeu est 10. Est-ce que ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, ce jeu-là a ce niveau exceptionnel de design et d'appréciation? Peut-être que pas autant que c'est idiosyncratique, là, dans le sens que c'est des goûts personnels à ceux qui ont voté. Et qu'il y a un hardcore fan de Kitty Catalysm Personality, c'est exactement qui remporte le palmarès. Dans ce que j'ai sur le site, peut-être la dernière section que je regarderai brièvement, c'est les évaluations. Parce que c'est très confondant. Les évaluations, t'appelles ça le monde confondant des évaluations sur BGG, c'est exact? Exactement, car c'est très, très confondant. C'est très mélangeant. OK. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle à chaque fois, et c'est ça qui devient difficile. Par exemple, il y a, dans les jeux de société seulement, il y en a 91 699 dans la base de données. Donc, les 112 000 de tantôt, moins le 20% d'extension.
Oui. Donc, on est à 91 700 à peu près. Mais parmi tous ces jeux-là, il y a juste 18 560 jeux qui ont une évaluation bayésienne. Donc, je le rappelle, il y a juste 18 500 jeux que plus que 30 personnes ont évalué. Oh, shit. Wow. OK, oh, ça descend vite, là. Oui, c'est-à-dire que 20% seulement des jeux de société sur Board Game Geek qui ont été évalués par plus de 30 personnes différentes. Wow. Oui, wow. Exactement. Wow. Ça donne une idée de... Il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais il y a très peu de jeux qui ont un impact sur Board Game Geek. Évidemment, il y a tous les jeux historiques aussi. Là. Je pense que les jeux qui sont sortis dans les années 60, 70, c'est bien évidemment qu'ils n'auront pas beaucoup de votes, parce qu'ils sont sortis là, tellement longtemps. Ouais. Mais dans les 4000 qui sont sortis l'année passée, il y en a probablement pas tant que ça qui ont 30 votes et plus. Là. Bon, ben parlons de l'année dernière. Parce Oh. que je sais, Simon, que tu as une théorie sur 2019. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui viennent me faire chier avec ça. Fait que je vais pas l'infirmer puis je vais pas la confirmer. Ah, Brian, on t'a invité pour ça, là. On va en discuter, mais je pense qu'il est trop tôt encore pour en parler. OK, c'est bon, j'accepte. Parce que un truc qu'on peut voir, c'est dans le premier graphe, je compare le nombre de jeux évalués par les joueurs à chaque année, puis le nombre de jeux avec une évaluation bayésienne. Donc, ce ratio de 80% de jeux qui n'ont pas une évaluation bayésienne par rapport aux 20% qu'il y en a. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. La courbe avec l'évaluation est à peu près à 20% de l'autre. Ouais. À peu près partout. Ça change un peu, là, mais c'est grosso. Mais on voit que à la fin, il y a un petit dip. La courbe d'évaluation bayésienne elle diminue. Donc, c'est comme si dans les dernières années, les jeux ont une évaluation bayésienne plus faible. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous dire à peu près justement cette courbe-là, ça représente combien d'années? Parce que c'est un peu sur les graphiques d'imaginer, j'imagine, c'est comme 2017 ou quelque chose comme ça? Oui, c'est à peu près les 3-4 dernières années. Okay. Je dirais, dans le texte, je pense que j'en parle, je faudrait que je vérifie, mais c'est à peu près les trois dernières années. OK. Et je crois que la raison pour ça, c'est que c'est le temps de diffusion des jeux dans le marché. C'est-à-dire que quand un jeu sort en 2019, il y a des bonnes chances qu'il sorte à Essen, au mois d'octobre. De sorte que personne ne va avoir le temps d'y jouer en 2019. S'il sort, mettons, un jeu qui est sorti en octobre de cette année, là, de l'année passée. S'il sort en octobre 2019, il y a presque personne en 2019 qui va pouvoir y avoir joué. Fait que c'est sûr que les évaluations bayésiennes vont être très faibles parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont venir rétablir la note juste par rapport aux milliers d'évaluateurs fantômes qui mettent 5.5 dans l'évaluation bayésienne. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faudrait attendre que 2019 ait atteint un ratio d'environ 20% d'évaluation bayésienne pour vraiment déterminer si c'était la pire année de la décennie, c'est ça? Exactement. Donc, d'ici 3 ans à peu près. OK, mais c'est bon. Vous pouvez être sûr qu'on revient sur ce dossier dans 3 ans. Je me relève les manches parce qu'on va l'évaluer, là. On va l'évaluer, ça. Puis vous allez voir que Marvel Champion, il va avoir perdu son rang. Fait que vous allez avoir perdu un jeu en 2019. C'est très possible. Et c'est pour ça que je dis, je confirme pas et j'infirme pas ce que tu dis. Je dis simplement, il faut être un peu plus patient pour avoir une... Mais parce que c'est à double tranchant aussi, cette théorie-là. Ben, pas cette théorie-là, mais cette façon d'évaluer parce que ça fait que certains jeux qui sont comme sur la bordure du top 100 BGG, mettons, ben, peuvent être éjectés par des nouveaux jeux qui vont sortir, qui vont être hype. Parce que les jeux qui sont hype, ils sont votés votés par plus que 30 personnes, c'est sûr, là. Je sais pas exactement l'évaluation. C'est quoi l'algorithme pour faire leur palmarès? Quel algorithme utilise pour faire leur palmarès? Je sais pas si c'est simplement l'évaluation bayésienne ou si c'est l'évaluation des utilisateurs avec un certain nombre. Avec un minimum, mettons, ouais. C'est ça. Mm-hmm. C'est... Il y a plusieurs façons d'analyser le top 100 de BGG. C'est ça qu'on voit en ce moment. Exactement. Et là, si on regarde le petit tableau, qui est un peu le même exercice que j'ai fait pour les extensions, c'est-à-dire si on regarde
l'évaluation bayésienne, parce que maintenant, on sait que regarder simplement la note, ça ne veut pas dire grand-chose. N'en déplaise à l'amateur de Kitty. Kitty per personality? Exactement. Donc, l'évaluation bayésienne est nombre d'évaluations. Et on voit que l'évaluation bayésienne, ça suit pas mal le palmarès de Board Game Geek. BGG, ben ouais, c'est pas mal ça, en fait, hein? Ouais. Donc, Gloomhaven. Donc, si un jeu sort, faut qu'il y ait assez de masse critique pour renverser les évaluateurs fictifs et rentrer dans le palmarès, mais qui est très différent juste du nombre d'évaluations, où là, on voit les jeux très grand public, là, Catan, Carcassonne, Pandémie, Seven Wonders, Dominion, Ticket to Ride, Agricola, Puerto Rico, Codenames, Small World. Et là, on remarque qu'il n'y a aucun qui est dans les deux catégories en ce moment, là. Donc, on est vraiment ailleurs, là. Presque. Parce qu'il y a Pandémie Legacy saison 1 dans le palmarès Board Game Geek et dans le nombre d'événements, il y a Pandémie tout court. Oui. Pandémie, la plus grande franchise de jeux de société de notre époque. Et en plus, nous sommes à l'ère du COVID-19. Un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que dans la liste des jeux avec beaucoup d'évaluations, il y a Puerto Rico. Et Puerto Rico, pour les vieux comme moi qui se rappellent de Board Game Geek à ses débuts, c'était le top! Il était dans le top très, très longtemps. C'était le top, indélogeable. Le numéro 1 pendant des années. Oui, et il a été finalement délogé par Agricola. Oh. Et ces deux-là se trouvent parmi les jeux qui ont le plus d'évaluation, mais ils ont été complètement éclipsés dans le top de ce qui est voté en fonction de l'évaluation bayésienne. Et moi, ma préférence, quelque part, je trouve que c'est plus représentatif le nombre d'évaluations, parce que ça veut dire que beaucoup de gens l'ont joué et que l'ont aimé pour le meilleur ou pour le pire, ou qui ont une réaction émotionnelle suffisamment forte pour aller l'évaluer sur Board Game Geek. Alors que si toi, t'avais le choix, mettons, un de tes jeux peut être premier sur BGG ou le plus évalué sur BGG, tu prendrais le plus évalué. Oui. Ah oui, définitivement. Mon cœur, c'est là, parce que ça veut dire que beaucoup de gens y ont joué et beaucoup de gens ont réagi assez pour le noter. Ben, on s'entend que dans cette liste-là, c'est toutes des classiques, là. Oui, c'est pas il n'y a pas de jeu obscur là-dedans. Là. Quand tu te retrouves dans cette liste-là, c'est parce que ton jeu, c'est un classique maintenant. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai. C'est pour ça que quelque part, je trouve que le top 100 de Board Game Geek est peut-être pas aussi représentatif que le top 100 des jeux qui ont le plus d'évaluation. Ben c'est vraiment un point de vue intéressant sur comment évaluer, encore une fois, toutes ces statistiques incroyables de BGG. Là. Ouais, c'est difficile de s'y retrouver. Il faut être prudent quand on interprète des choses, mais il y a des trouvailles, il y a des constatations assez amusantes à faire. Finalement, un des trucs que j'ai essayé de faire, c'est d'utiliser les algorithmes de prédiction d'apprentissage machine pour déterminer qu'est-ce qui prédit l'évaluation d'un jeu qui se retrouverait dans la boîte, donc qui n'est pas extérieur à la boîte du jeu. Oh, OK. OK, donc parce qu'évidemment, s'il y a beaucoup de gens qui veulent l'échanger ou sont sur la wishlist, mais c'est sûr que c'est prédicteur de l'évaluation, mais c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Là. Mais si c'est juste qu'on prend ce qui est sur la boîte. Et on se trouve tu parles des mécaniques, des thématiques, ces choses-là? Ou? Oui, mécanique, thématique, nombre de joueurs, durée, toutes les informations qui est définies seulement par l'objet lui-même. Et ça, on fait référence à quel graphique en ce moment là, quand tu nous parles de ça? Table en bas complètement. Le tableau, OK, ouais, parfait. Le tableau en bas. Et ce qu'on trouve, c'est ce qui est le plus prédictif, c'est le nombre d'éditeurs, mais c'est un peu biaisé parce que, évidemment, s'il y a plusieurs éditeurs qui ont décidé de le publier, c'est vraiment que le jeu était populaire. On est un peu dans le serpent qui se mord la queue, là. Oui, j'ai pris une définition qui était ce qui se trouve sur la boîte et les trucs d'éditeurs se retrouvent sur la boîte. Et sinon, c'est le fait que c'est un jeu de stratégie, mais ça contribue seulement à 10% de la prédiction, ce qui vient à dire qu'au final, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand critère qui
qui marque assez pour dire que c'est ça que les gens veulent et c'est ça qui est gage de succès. S'il n'y a pas de nombre de joueurs magiques, il n'y a pas de durée magique, de thème, de style, de nombre de mécaniques, de complexité, il n'y a rien de tout ça qui est un marqueur significatif, là. pur et significatif du succès d'un jeu. Ça veut dire que le succès est ailleurs. Est-ce que c'est les ressources de marketing, comment le jeu est présenté, c'est-tu comment le jeu est produit? Ça peut être un paquet d'autres choses. Mais il semble pas avoir de trucs magiques. Je vois là-dedans, par contre, qu'il n'y a pas une donnée qui aurait été intéressante de voir, et c'est l'auteur du jeu. Bon, j'ai beaucoup d'autres trucs que j'ai le goût d'analyser. Okay. Il va y avoir d'autres sections qui vont se rajouter avec le temps. Les auteurs, c'en en est une, mais c'est plus difficile à analyser parce que c'est du texte. Donc, il faut que j'ajoute des étapes supplémentaires pour analyser les auteurs. Okay. Je vais probablement faire une section uniquement pour ça. Oui, ben oui, ça serait très intéressant. Cool. J'ai juste une mini question sur, et désolé d'utiliser un terme, le genre de graphique de malade mental en bas à gauche, tout mauve. Oui. C'est une matrice de corrélation. Je passe un bout de temps dans le texte à expliquer c'est quoi. Ça dit juste un peu à quel point chacune de ces variables-là change avec les autres. Donc, si on peut regarder, par exemple, si le carré est noir, c'est que les deux variables ont absolument aucun rapport les unes avec les autres. Okay. Donc, le nombre maximal de joueurs, si je vois à l'intersection de max player, donc le nombre maximum de joueurs, et user rated, qui est l'évaluation, le nombre de joueurs qui ont évalué le jeu, mon petit carré est noir, ça veut dire que ces deux variables-là sont indépendantes. OK. Si je regarde, par exemple, un truc qui est très, très drôle, le year published, donc le deuxième, et que je vais sur la ligne à total weight. Okay? Donc, qui est le nombre d'évaluations de la complexité du jeu qui a été faite. Ouais. Donc, on voit qu'ils sont inversement corrélés. C'est-à-dire que plus l'année de publication est élevée, plus le nombre de gens qui l'évaluent est faible. Qui est peut-être parce que c'est un truc qui est arrivé récemment et que ils n'ont pas eu le temps de le voter encore. J'en ai absolument aucune idée. Il y a des choses qui sont très naturelles. Le nombre de gens qui votent, donc user rated, donc le nombre de gens qui ont mis une note, c'est très positivement corrélé avec le nombre de jeux qui sont possédés par les gens. Oui, parce que s'il y a beaucoup de gens qui votent sur ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont, qui le possèdent à la maison. Et donc, ces deux-là sont parfaitement corrélés ou presque ensemble. Donc, c'est de même qu'il faut comprendre ce petit graphe-là qui est un peu hallucinant. Ça fait des belles images. Et donc, ouais, ben c'est ça. Fait que là, des trucs que je veux faire dans le futur, c'est justement l'analyse des auteurs, l'analyse du nombre de joueurs. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir en fonction du nombre de joueurs. Absolument, ouais. Kickstarter. Et oui, et le prochain va être définitivement Kickstarter à la demande générale de GF. Parce que il y a des choses très intéressantes. J'ai commencé à regarder des... Tu peux peut-être nous teaser un petit peu, là, nous donner quelques informations croustillantes? C'est combien, selon vous, de jeux ont été faits en Kickstarter depuis depuis la naissance de Kickstarter jusqu'au début de l'année? Donc, combien on le tag Kickstarter sur BGG? C'est ça qu'on parle. On le tag crowdfunding sur BGG. Et qui ont été financés ou Comment? Et qui ont été financés? Oui, parce que je crois qu'il faut qu'il ait été financé pour qu'il soit sur Board Game Geek. Je dirais 27 000. 27 000, OK. Ouais. Jean-François? 15 000. Eh bien, c'est pas tant que ça. Ah. On est plus autour de 9 000. Ah ouais. OK. 9 139, mais de ces 9 139-là, il y a 3 120 extensions. Donc, le tiers de ce qui s'est fait des extensions et 6 019 qui sont des jeux sur Kickstarter.
bon, évidemment, si on prend tous les autres ensemble, c'est un petit peu plus que 9139. C'est 9699. Oh. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a 9139 jeux sur Kickstarter qui sont sortis et il y en a 560 sur toutes les autres plateformes confondues. OK. Donc, Kickstarter est vraiment la source principale de jeux. Crowdfunding. Oui. Quoi qu'il y a des trucs assez drôles, dont Spielschmiede et Zakram, je sais pas comment le prononcer, Zakramto. Spielschmiede est une espèce de plateforme de crowdfunding en Allemagne que pour les jeux de société. OK. Et l'autre, et c'est la même chose, mais en Pologne. Oh, ça a l'air hot, ça, les trucs polonais. On va faire des investigations là-dessus. Et au Canada, on peut être fier que sur Ulule, il y en a 21 projets qui ont été faits de jeux de société. Quand même pas pire. Quand même. C'est pas mal. Et oui, donc ça, c'est pour le nombre qui s'est fait. Et là, ce que sûrement vous intéresse, c'est la croissance. La note. Je ne sais pas si je l'ai fait, la note encore. Je pense que je suis pas rendu là dans mon analyse, mais la croissance. Combien ça en rajoute à chaque année? On va y aller avec à peu près le même nombre que les extensions, donc autour de 13-14%. Je l'ai pas en pourcentage. Je l'ai étrangement parce que c'est pas une croissance exponentielle, c'est une croissance linéaire. Donc, on a le même nombre, on a un nombre de jeux qui se rajoutent à chaque année. À peu près 1200. Je dirais plus 800. Bon, t'étais pas loin, Simon, parce qu'en ce moment, on est autour de 1500 jeux par année qui sortent sur Kickstarter. Mais il s'en rajoute en moyenne, depuis que Kickstarter a été créé, 170 par année à ce chiffre-là. Ah ouais, donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, on peut s'attendre à ce que ça soit autour de 1700 jeux qui vont sortir. Après ça, on approche du 2000 jeux par année Kickstarter, ce qui est quand même vraiment énorme. Là. Oui, d'ici quelques années. Si on compare ça à combien de jeux sortent en ce moment de façon non Kickstarter, si je vais voir le graphe, ici, on est autour de 4000, 4200, à peu près dans ces coins-là. Qui sortent, on est autour entre 4 et 5000 jeux. Autour de 4000 jeux qui sortent par année, de façon traditionnelle, sans les extensions. Donc, avec les extensions, c'est 4800, essentiellement. OK. Donc, Kickstarter prend quand même une grosse partie de ça. Oui, de plus en plus. C'est ça que j'avais vu dans mon évaluation, c'est que ça augmentait constamment. Là. C'est constant, cette augmentation du nombre de jeux financés sur Kickstarter depuis le début. Là, et ça s'arrête pas. Là. Ça augmente de façon de 170 jeux par année depuis sa création. Oui, c'est ça. C'est assez impressionnant. Oui. Donc, c'est les prochaines analyses que vous allez pouvoir voir quand je vais avoir du temps pour ajouter ça, là, mais ça devrait être fait dans les prochaines semaines. Très cool. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être excités par ça. D'ailleurs, on va mettre le lien disponible. Mais si tu fais des updates importants aussi, dis-nous-le. Comme ça, on peut republier sur notre page et les gens peuvent aller jeter un coup d'œil sur les nouvelles études qui sont sorties. Certainement. Et si les gens veulent laisser des commentaires, s'ils voient des choses ils ont des sujets qui les intéressent, ou s'ils voient des choses complètement erronées qui n'ont absolument aucun bon sens, ou s'ils sont pas d'accord, ils peuvent tous laisser ces commentaires-là sur le site directement. Ah, super. Très, très cool. Et en bonus, vous avez la thèse de Photonique. Oui, c'est les plus braves parmi vous. Parfait. Donc, on arrive maintenant à la dernière partie. Probablement, merci beaucoup, Brian, de nous avoir partagé ces données-là. C'était vraiment intéressant. Exact. Merci, ça fait plaisir. On arrive maintenant au moment que tout le monde attendait depuis le début, le fameux ta. 10.
Alors, Alors, Brian, ton top 10, on sait que tu faisais des petits ajustements dernière minute juste avant oui, l'épisode. bien sûr, bien sûr. Donc, ce que je vais vous présenter, dans le même esprit de ce qu'on a discuté auparavant, c'est un top 10 historique. Donc, je vais vous parler des jeux qui m'ont le plus marqué depuis ma tendre enfance. Mais là, qu'est-ce qui fait que c'est le 10e et le premier? T'as jugé ça comment? C'est le plus ancien. OK, OK. C'est bon? Ouais, on Et donc, s'attendait bien à ce que tu respectes pas les règles de base, mais c'est c'est un correct. top 10. C'est un top 10 chronologique. C'est parfait, on est là, top 10. Ouais. Top 10, les échecs. Ah, J'ai joué, Oui. j'ai joué tellement aux échecs dans ma jeunesse, au primaire, secondaire, au cégep. J'ai passé essentiellement mon cégep à dessiner et à jouer aux échecs dans la cafétéria. Là. super. J'ai joué beaucoup aux échecs dans ma vie. Très bon jeu. Ouais. Je joue presque plus maintenant, mais j'ai quand même des bons souvenirs d'avoir joué aux échecs. Ouais, C'est formateur, là, comme jeu. Là. Non, Oui. Ensuite, est-ce que je vais à numéro 9? Numéro 9, 9, 9, 9, 9. Numéro 9, c'est Advance Hero Quest. Oh! Oui. Advance, qui était une version plus exotique de Hero Quest, qui était juste disponible au Valet de Cœur à l'époque, et que j'ai encore aujourd'hui. C'est un des petits trucs un peu bizarres dans ma collection, qui était comme avec des plateaux modulaires, puis il y avait le livre de règles. J'ai tellement lu ce livre de règles-là sans rien y comprendre parce qu'il est en anglais. Mais j'ai jamais tellement voulu le comprendre. J'ai tellement lu de ce livre-là. Je pense que j'ai appris à lire l'anglais avec Advance Hero Quest. Wow. Cool. Oui. Très cool. Numéro 8. 8. Dans le numéro 8, je vais absolument tricher et je vais mettre un jeu vidéo. Ben voyons pas. Et oui, je vais faire ça. JF, tu vas accepter ça? Ben là, c'est même que- pas un vrai top 10 puis il met des jeux vidéo. What the Ah oui. C'est un jeu qui s'appelle Star Control 2 qui est disponible encore, que les gens peuvent télécharger. Ils ont fait une version gratuite, qui est probablement le jeu le plus exotique que j'ai vu de ma vie, qui est un mélange de RPG, arcade, développement, gestion de ressources, exploration. C'est comme tout ça mélangé ensemble. J'en garde des bons souvenirs et encore ce jeu-là m'inspire pour designer des jeux de société parce que je comprends pas. Tous les jeux vidéo de nos jours sont très typés. Et même dans le indie game, il y a des trucs un peu étranges, mais les trucs un peu étranges font une chose. Ouais. Des espèces de jeux comme ça qui font tout et qui le font relativement bien et qui sont charmants. Pour moi, c'est comme un objectif à atteindre, d'arriver à faire un jeu comme ça. En jeu de société, pas en jeu vidéo. C'est sûr que je vais aller l'essayer, par exemple. Ça a l'air Ah ouais, absolument cool. fucké. C'est sûr que là, ça a l'air un peu vieillot, là. Je suis pas sûr si Ah oui, les graphiques sont vieillots, mais c'est hilarant. C'est tellement drôle. Mais oui. Et voilà, c'était ça mon numéro 8 qui trichait un petit peu. Numéro 7. 7. Ah! 7, c'est Magic the Gathering. Oh, je savais pas que t'étais un joueur de Magic. Ah, j'ai été un joueur de Magic pendant plusieurs années, de Saga Tempest, jusqu'à quand ils ont changé le layout des cartes. Là. Je me rappelle plus c'est quoi, là, Invasion ou quelque chose comme ça, peut-être après. Et j'ai joué vraiment beaucoup. Je me faisais des decks puis tout ça. Puis du jour au lendemain, j'ai arrêté. Parce que je me dis, tout ce temps-là que je passe à faire des decks de Magic, je pourrais le passer à designer des jeux de société et faire quelque chose avec ces designs-là. Cool. Fait que c'est comme ça que t'es devenu un auteur de jeu officiellement, c'est ça? Ben, je designais des jeux avant, mais jouer à Magic m'a tellement montré comment un système pouvait être complexe mais jouable. C'est une école fantastique pour voir des designs et comprendre des designs. C'est impressionnant. Très, très cool. Il n'y a pas beaucoup de compagnies de jeux qui ont un département de recherche et développement. Effectivement. Numéro 6. Ah, 6 comme dans 6 qui prend. Oh, thématique. Wow. Ah, ça c'est pour moi un bijou de design.
Ok, c'est ton petit jeu de cartes par excellence, là. Ce jeu-là, je l'ai joué avec tellement de gens différents. Tu leur montres, ils comprennent pas parce que ça ressemble à rien. Tu sais, les gens qui jouent pas à des jeux de société, là. Ouais. Tu leur montres ça, sont un peu déboussolés. C'est quoi ce jeu bizarre-là avec des cartes? Mais vu que c'est juste des chiffres sur des cartes, ils comprennent parce qu'ils connaissent ça, des chiffres sur des cartes. Puis ils font une ronde, puis là, quand ils comprennent pas les deux, trois premières cartes qu'ils jouent, parce que ça fait juste s'additionner. Mais quand là, les rangées puis les gens commencent à ramasser des paquets de cartes, là, tout le monde comprend, puis tout le monde vient stresser, puis tout le monde trouve le jeu super le fun. Fait que, arriver à faire autant d'émotions avec si peu de règles, pour moi, c'est un bijou. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est peut-être un des prochains petits jeux qu'on pourrait jouer dans nos séances en direct, JF. Ouais, moi j'ai jamais joué si je me trompe pas. Ah, ben là, ça va être Peut-être une peut-être bonne... il y a longtemps, mais j'ai pas de souvenir. Je le connais là, je sais c'est quoi les règles et tout. J'ai une bonne idée, mais non, ça me donne le goût. Ça me donne le goût. Numéro 5. 5. Numéro 5, c'est Attica de André Cassola Merkel, quelque chose comme ça, chez Amsin Gluck. Attica, il y a beaucoup de gens qui le comparent au colon de Catan, alors je trouve que ça n'a absolument aucun rapport au colon de Catan. Mais c'est juste parce que c'est des tuiles en hexagone pour mettre des buildings dessus, mais c'est comme un jeu où on place des buildings avec les ressources dans nos mains et sur le board, mais quand le building est joué sur le board, il cache les ressources. Et c'est le premier qui joue tous ces buildings ou connecte les deux oracles. De sorte que le jeu, c'est une course. Il n'y a aucun point de victoire dans ce jeu-là. Et la mécanique très, très cool, c'est que tu as des piles de buildings qui sont aléatoires. Et quand tu en piges un à ton tour, tu as le choix de soit jouer sur le jeu en payant les ressources, ou soit le mettre sur ton plateau. Et le mettre sur le plateau, ça coûte rien. Et dans le jeu, si tu joues les buildings à côté des buildings mères, c'est-à-dire, par exemple, je peux jouer le vignoble à côté du verger, ben, le vignoble va rien me coûter. Je suis pas obligé de payer les ressources. De sorte qu'il y a une tension de, si je joue mon building tout de suite, il va me coûter des ressources de ma main et du jeu. Mais si j'attends, il va peut-être être gratuit. Mais si j'attends, je serais peut-être pas capable de le jouer parce qu'il y aura plus de place à côté du building où je dois le placer. Il y a cette tension-là dans cette course-là de est-ce que je joue maintenant ou est-ce que je joue plus tard que je trouve vraiment super. Ça m'étonne pas que ce soit ton numéro 5, ça. C'est un jeu tellement comme élégant et simple. Euh, j'ai- Toi qui, s'il est dans ton top 5, sûrement que tu y as joué beaucoup. Est-ce que tu trouves que ce jeu-là est meilleur à plus de joueurs ou à deux seulement? Euh, à 4, à 4, c'est pas le fun. Ok, C'est trop long. Deux joueurs, je trouve que le jeu brille à deux et c'est très bien à trois. Mais 4, ok, je trouve que ça pousse un peu la note. ok, cool. Numéro 4. Ah, 4, c'est 4. un autre petit jeu de cartes qui s'appelle Port-Royal. Oh, oh! ah ouais. Oh oui, moi, Port-Royal, un des convertis de Jérôme Cormier, j'imagine. oh oui, exactement, c'est Jérôme qui est ici dans sa secte de Port-Royal. Et ce jeu-là fait deux trucs que j'aime beaucoup dans les jeux en général. Un push your luck puis un engine building. Hmm. Avec super bien intégré l'un avec l'autre. Et c'est aussi une course, parce que c'est le premier qui se rend à 12 points. Donc, course, engine building, puis push your luck, là, ça tombe dans ma palette de goût. Là. Bon Très choix, cool. bon choix. Je suis étonné, par exemple, qu'il soit aussi haut dans la liste. Ça me donne envie d'y rejouer, en fait. La raison pour laquelle il est aussi haut, c'est que j'ai jamais eu une mauvaise partie de ce jeu-là. OK. À chaque fois que j'ai joué, à chaque fois c'était le fun. C'est Mhm. pas, tu sais, il y a des jeux qui sont, quand ils brillent, j'aime beaucoup Tumbling Dice, où on lance Oui, les dés et ça déboule. Quand Tumbling Dice brille, il brille à peu près plus que n'importe quel autre jeu. Ça peut être tellement drôle avec les bonnes personnes, mais le reste du temps, c'est très ordinaire et même plate. oui, OK. Alors que Port-Royal, pour toi, il a toujours brillé quand même assez Toujours stable. solide. Oui, c'est toujours solide. Oh, et là, on est rendu dans le lourd. On est rendu dans le top 3. 3.
3. Top 3, Ricochet Robot. Oui, un classique ici. Oh oui, j'ai joué beaucoup à Ricochet Robot à l'université le midi. C'est tellement élégant. C'est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Ça donne le goût de brailler. C'est vrai. En fait, je pense que on voit d'ailleurs que t'es un fan d'élégance, hein, donc Oui. t'as ton petit côté exotique, comme tu dis, mais l'élégance semble vraiment prédominer. Je trouve que les jeux que j'aime, c'est ceux qui arrivent à faire les deux. Comme faire l'élégance de créer beaucoup d'expériences avec très peu de règles, mais que tous ces raccoins-là d'expériences possibles soient exotiques. C'est qu'on joue, on joue une fois au jeu et on se ramasse dans un raccoin un peu étrange, comme il y a tel truc qui se produit dans le jeu, c'est bien particulier. Puis on joue une autre partie, puis on se ramasse complètement ailleurs, mais avec presque rien comme règle. Pour moi, ça, c'est le summum d'un bon jeu. Ah, et là, j'ai bien hâte de voir ton top 2. Top 2, poursuivant dans l'élégance, Transamerica. J'arrête. Non? Là, tu nous as perdu. Ben, en fait, moi, je connais même pas ce jeu-là, hein, donc là, je m'en vais chercher, comme tout le monde. Transamerica, j'arrête pas de casser les oreilles à Thomas avec Transamerica parce que c'est sur mon go-to game quand je veux faire des comparaisons d'élégance de game design. Transamerica, c'est un jeu de train où il faut connecter des villes avec des petits bâtons sur une map faite avec des triangles. Oui. OK? Au début, on pige 5 cartes qui sont 5 villes sur la map, et une ville dans chacune des zones de couleur. Et à ton tour, tu poses un petit bâton ou deux. C'est-à-dire, la plupart du temps, tu en poses 2, mais les ponts et les tunnels, on peut seulement poser un. Et c'est le premier qui connecte toutes ces villes. C'est juste ça le jeu. Oh. Mais il y a une question de qui connecte qui à quel moment. Parce que si mon réseau que je suis en train de construire connecte à ton réseau, je peux utiliser ton réseau puis l'agrandir maintenant. Ah, ok. J'aime jouer avec l'extension qui a 3 petits bâtonnets de couleur par joueur, de la couleur du joueur, qui quand il pose, il y a seulement lui qui peut passer à travers ce chemin-là, ce tronçon-là. Ok. Donc, ça crée une asymétrie. C'est comme ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Mais Wow, ça a l'air intéressant, en fait. ça s'explique, encore une fois, c'est comme c'est ce qui prend, j'y ai testé avec plein de gens, ça s'explique en 2-3 minutes. Les gens comprennent tout de suite. C'est toujours stressant à savoir qui va connecter en premier. Et c'est un des rares jeux que tu joues à 2 ou que tu joues à 6 et c'est à peu près la même expérience. Ok, cool. Quand même assez... Un jeu qui me fait beaucoup penser aux Aventuriers du Rail, quand même. Mais plus simple. Encore ouais, c'est ça, on est plus rapide comme partie, plus simple. Ma copie que j'ai chez moi doit dater de, je sais pas, quand le jeu est sorti, là, en 2001. 2001, à peu près. Et quand je suis allé à Origins l'année passée, Rio Grande vendait encore des Transamerica. Fait que c'est un classique, mais qu'on connaît pas, c'est ça? Exactement. Oh, et là, on arrive à la grande finale, le numéro uno. Oui, qui est un jeu semi-triché, qui est Star Realm. Star Realm! Oui! Wow. Que je trouve, pour moi, c'est comme... Ça a un peu comme Magic, le côté que ça peut aller dans toutes sortes de directions exotiques, mais c'est beaucoup plus simple et élégant que Magic. Magic, ça prend comme... La marche est haute pour jouer à Magic. Ouais. Alors que Star Realm, pour moi, ça remplit le même besoin, c'est le même plaisir, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus élégant. Je joue surtout sur ma tablette. Oh, c'est là, de là la triche. Oui, parce que brasser les cartes, puis ça j'aime vraiment pas ça. Là. Je trouve que c'est un peu laborieux, alors que sur la tablette, tout est brassé automatiquement. De sorte que j'ai joué je sais pas combien de parties. J'ai joué des milliers de parties sur ma tablette. Là. Ça a juste aucun bon sens. Ouais, Mais quand il y a une mais d'ailleurs, extension... l'application est très le fun aussi. Hein? Tu peux jouer comme des missions, un peu des affaires comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Là. Oui, puis j'ai fait toutes les campagnes, à tous les niveaux de difficulté. J'ai sûr qu'une nouvelle extension sort, je l'achète. C'est le truc que j'ai, dans les dernières années, que j'ai probablement le plus joué.
Ben, c'est un très bon choix, hein. Ouais. Ça a fait un gros buzz. Je pense que son temps a un petit peu passé. On en parle un petit peu moins que les dernières années, mais quand même, il y a eu une grande influence au niveau des jeux de deck building et entre autres une influence à mon sens sur le jeu Harry Potter Hogwarts Battle, entre autres, et sur bien d'autres jeux de deck building. Donc, Je pense qu'ils ont bon leur classique. Ouais, c'est ça. Je pense ils ont leur niche. Ils sortent des extensions régulièrement. J'ai vu le Kickstarter l'année passée qui ont sorti la version à 4 joueurs de OK, Star ouais. Realm. Là, ils ont branché sur Epic, Epic Digital, qui est comme une version fantasy de Star Realm, un peu comme Hero Realm. C'est tous des jeux du même genre, deck building, un contre un. Euh, sauf qu'ils sont plus élaborés. C'est un petit peu plus compliqué, Epic. Et ils font des tournois en ligne. Donc, ils s'en vont un peu Hmm. comme Magic vers ce format-là de faire des compétitions en ligne où les gens peuvent acheter des crédits pour jouer en ligne les uns contre les autres. Très Bon cool. choix. Pour moi, ça reste en fait probablement mon deck building pur préféré, celui que j'ai le plus joué aussi. Je me rappelle des rides de métro dans le temps où on avait encore le droit de prendre le métro, où on jouait à Star Realm avec un ami du travail. Donc c'était vraiment très très cool. Bon choix. Très beau top 10. On voit qu'il y a une constance, hein. L'élégance, le maître de l'élégance. Je crois que ça pourrait être ça ton titre dans le futur. Avec quand même une touche d'exotisme autant que possible. Ouais, ouais, mais tu sais, la touche d'exotisme, là, c'est un jeu vidéo obscur dans ton top 10, là. Euh, Il y donc, avait quand ben, même Advance Hero Quest qui était quand même aussi assez exotique. oui, oui, c'est vrai. Advance Hero Quest, je peux concéder que là, on est dans le plus funky un peu. Ben, en tout cas, Brian, c'était un plaisir de te recevoir, même si on aurait aimé encore plus aller à ta rencontre avec en personne et tout ça. Je crois que ça a été quand même vraiment très très cool d'avoir le temps de te parler, de faire cet épisode-là avec toi. Je suis persuadé que les gens vont beaucoup apprécier, là. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Et je pense qu'on a fait bien d'une situation qui n'est pas évidente. Et j'espère que oui, je trouve ça bien que vous continuez à faire les podcasts malgré la situation actuelle, justement pour donner à tout le monde là, un peu de réconfort puis que de stabilité en ces temps incertains. C'est très bien dit. Mm. On te souhaite la meilleure des chances dans ta carrière d'auteur et dans tes nouveaux jeux qui vont sortir, bien entendu. On va garder ça à jour et pouvoir faire des publications quand les jeux vont sortir officiellement, que les gens vont pouvoir se les procurer. Et aussi dans ta carrière de statisticien, qui est vraiment intéressant. Donc, n'hésite pas à nous envoyer tes nouvelles études. Là, on va pouvoir faire un suivi là-dessus aussi. Ouais, en parler, ça va peut-être nous donner des idées de sujets aussi à parler, tout ça. Donc, C'est tout. J'y manquerai pas et toutes les suggestions sont les bienvenues. Super. excellent, excellent. Sinon, ben, GF, on en profite quoi pour Oui, le Instagram existe-tu toujours? Est-ce qu'on est toujours sur Instagram? toujours Instagram. Instagram, on remercie les Patreons, Les toujours Patreons, de merci nous beaucoup, c'est très suivre. apprécié, surtout en ces moments difficiles que vous continuez à nous supporter, c'est vraiment très très cool. Oui, et surtout rester au courant sur la page parce qu'on fait des lives beaucoup, surtout toi, Simon. T'es en frénésie de live en ce moment, donc c'est le moment. C'est le moment de nous écouter live sur Twitch. Super, ben Brian, je te souhaite une très bonne fin de journée. À vous également. JF, je te souhaite la Merci. même chose. Yes. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao! Nice.